Et si les châteaux n'étaient pas seulement des forteresses, mais aussi des figures géométriques posées sur le territoire? Guillaume Sabatier propose une lecture du château des Alimes et de la tour Saint-Denis à travers distance, azimut, altitude et nombre récurrent du 65 au 109. On explore sa méthode, ses mesures, et on va voir ce qu'il a trouvé, ce qu'il a découvert. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je t'ai vu quand tu as présenté ta conférence récemment en Suisse. C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce que tu as trouvé. Et c'est très mystérieux en fait. Alors, tu as trouvé des liens géométriques, mais aussi avec des liens avec le soleil, avec divers chiffres, avec les altitudes aussi, avec un château près de chez toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, juste pour faire la trame exactement de ce que j'ai pu présenter la dernière fois quand on a pu se rencontrer, tu as pu avoir ce travail, c'est d'abord que j'ai découvert qu'à Ambérieu, nous avons une dizaine de châteaux, mais que sur cette dizaine de châteaux, il y en a 4 majeurs qui présentent des liens cartographiques en local, et du coup avec des nombres qui semblent être exprimés dans l'unité du mètre. Et tout ça, c'est fait avec une certaine projection, puisqu'on voit après, en regardant la projection de Lambert, on retrouve les nombres qu'on retrouve en local. Or, la projection Lambert nous donne une indication, une référence absolue. Donc ça, c'est la première partie. Et je retrouve ceci dans l'architecture. Donc dans l'architecture, à partir de modules carrés que l'on va poser, eh bien, on retrouve les mêmes conclusions, en fait, et tout ça en nombre premier et en mètres. À partir de là, je me suis posé la question de l'axe qu'il pouvait y avoir entre deux châteaux, entre les deux châteaux, et là, ça nous amène aussi à de la mythologie grecque. Ah ouais, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses là. Donc déjà, il y a le maître, il y a la mythologie grecque, il y a beaucoup de choses très surprenantes. Qu'est-ce que tu as découvert en premier? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était vraiment bizarre ce que tu trouvais? Alors, c'est vrai que quand je suis arrivé à Ambérieu, il y avait déjà une géométrie naturelle qui est en fait, Ambérieu, c'est une ville qui est à flanc de montagne, et lorsqu'on est à l'ouest, ben, qu'est-ce qu'on voit d'Ambérieu? On voit une ville lumineuse en forme de triangle. Donc ça fait vraiment un triangle isocèle comme ça qui pointe vers l'est exactement. Hein, quand on est sur le plateau de la Dombe là, et c'est assez magnifique à observer. Donc ça, c'est une première chose. Et quand on se balade dans Ambérieu, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires, des grottes du néolithique, il y a des châteaux forts, des châteaux médiévaux. Donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans toute la ville, il y a des œuvres sous forme de pyramides. Voilà, beaucoup d'œuvres de pyramides. Alors bon, il y a beaucoup de villes où il y a des œuvres pyramidales, mais moi, ça a suscité mon intérêt, et j'ai pu accéder aux travaux de chercheurs pour essayer de décoder différemment ces œuvres, parce que j'ai essayé de voir dans ce qui existait au niveau des historiens et des archéologues. Et effectivement, je me suis aperçu qu'en fait, les historiens et les archéologues, ce n'est pas leur sujet. Là, les historiens du coin, ils font un gros travail sur des manuscrits en latin, qui nous permet d'avoir des indications sur la vie à cette époque-là, notamment comment ils vivaient, comment le châtelain pouvait payer des tailleurs de pierre pour fabriquer les châteaux, comment il levait les impôts, notamment. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Mais c'est vrai que ça apporte pas d'indication sur vraiment le côté un petit peu étrange des configurations des châteaux et de la géométrie locale. Les archéologues s'intéressent aussi au château, à l'objet château, mais d'une certaine manière, si on leur demande la hauteur d'une tour, ils vont dire bon, bah, ça fait 15 mètres. Puis si on leur dit oui, mais exactement, ça fait combien? Bah, ils vont nous dire 15,2 mètres peut-être environ, mais bon, on n'est pas sûr. En fait, c'est 15 mètres environ, quoi, concrètement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de souci que ça puisse être significatif, quoi. Et ben voilà, donc en fait, les archéologues, ils s'intéressent aussi à la pierre, à la matière, à comment les pierres ont été liées.
Voilà. Mais par contre, les levées topographiques qu'ils font sont très très précises et rigoureuses dans l'ensemble, à part des fois c'est pas tout à fait exact, mais donc du coup, il n'y a pas d'étude proprement parlée de l'architecture sous forme de nombres, de géométrie, comme ils pouvaient le voir les anciens du XIVe siècle, puisque j'ai des châteaux du XIVe siècle, hein, donc Oui. c'est 1312 les châteaux qui ont été construits, 1320 à peu près. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est peut-être parce qu'ils pensent que, en général, que les châteaux ont une fonction très certaine. Il y a une fonction, c'est la défense, c'est protéger ceux qui récoltent les impôts. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pratique et que par conséquent, il ne peut pas y avoir d'autres significations. Il peut pas y avoir, ça ne sert à rien de chercher ce qui ne va pas y être. Ouais. Ça. Alors, très, très clairement, hein, ces châteaux sont bien des châteaux pour faire la guerre. Hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les historiens l'ont bien montré. Les archéologues ont retrouvé des carreaux d'arbalète dans le château des Alimes, à 20 mètres au-dessus de la porte d'entrée, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, notamment, en plus, c'est des points hauts, donc on voit de loin. On peut s'avertir de loin. On peut défendre plus facilement quand on est en hauteur aussi. Donc ça fait aucun doute. Ouais. Cependant, quitte à dépenser, je ne sais pas moi, un certain nombre d'argent sur des édifices énormes, colossaux, en pierre, qui plus est, eh bien, autant encoder des choses en même temps. Autant ne pas oublier quelque chose d'important. Oui. Et peut-être qu'il y aurait là une espèce de superstition pour protéger le château, ou alors peut-être simplement une tradition qui se perpétue. Oui, alors il y a une tradition, moi je dirais philosophique, issue de la philosophie grecque, philosophie et science, voilà, au sens grec du terme. Il y a aussi, comment dire, un apport mythologique pour, comment dire, arriver à mettre sur place, sur le terrain, tous les éléments, toutes les conditions qui permettent à la vie de se faire. Voilà. Et surtout à cette époque-là, quand ils ont été construits les châteaux, c'est le petit âge glaciaire. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des conditions absolument épouvantables en 1312 quand le château est construit. C'est vraiment épouvantable. Les récoltes, on a de moins en moins de récoltes. Hein. Il y a 50% de récoltes en moins en 1315. Et donc, les gens n'ont pas beaucoup à manger. Il fait très froid et il pleut énormément. Il pleut énormément. Horrible, quoi. Horrible. Donc, quelle est l'histoire de ce château alors? Il est construit à cette époque-là, donc c'est pendant ce... Alors, moi, mon étude, elle porte sur tous les châteaux, mais il y en a deux en particulier qui attirent mon attention, c'est ceux sur lesquels il reste le plus de restes verticaux, dans lesquels je peux mesurer, prendre des objets, donc des points, par exemple, qui me permettent de faire des mesures les plus convenables que possible, donc des centres de tours, des coins de mur, voilà, qui permettent de faire des visées. Voilà. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le château la tour de Saint-Denis et le château des Alimes. Et ta question était, je l'ai mangé. Ah, quelles sont les conditions sous lesquelles ces châteaux sont construits? Pourquoi ils sont construits, en fait? Voilà. Donc, ces châteaux, ils ont d'abord le rôle militaire, mais d'un autre côté, ils ont le rôle symbolique de transmettre, de transmission et d'héritage de tout ce qui est les sciences de leur époque. Et ils essayent de fusionner le maximum de choses. Et quand je dis le maximum, c'est même pas le maximum. Ils sont exhaustifs. J'ai envie de dire, c'est la totalité de tout ce qu'ils connaissent en termes de nombre, géométrie, astronomie et mythologie, hein, vraiment. Voilà. Cartographie. Ils n'ont rien laissé au hasard et c'est ce qu'on pourra voir après dans les diapos. Ouais. Donc, ça nous dit quelque chose en fait de l'esprit du. Donc, tu as dit c'est du 13e siècle, 12e siècle 14e. Ah, pardon, oui, le 14e siècle. Donc, ça nous dit quelque chose peut-être de cet esprit, de ce qu'ils considéraient important que nous, tellement important peut-être qu'ils ne se sont pas souciés de le transmettre par écrit. C'était pour eux une évidence, quoi. Oui, alors c'était une évidence à leur époque et c'était une évidence surtout pour ceux qui avaient le savoir, qui possédaient le savoir. Donc là,
Ouais, j'ai fait quand même de grosses recherches sur la transmission de ces savoirs au fil des âges. Ouais. Et en particulier, il y a eu un homme important, c'est Boès, qui allait puiser dans un Boès, donc c'est en 500 après Jésus-Christ, et il a pu puiser dans les travaux de Nicomaque de Géraz, qui vivait au IIe siècle. Hein. Et Boès, lui, il amène un petit peu ce qui a été, comment dire, transmis de tout ce qui, de toute la sphère grecque, si tu veux. Et le document qu'il a produit, il a produit l'institution arithmétique, voilà. Donc c'est ce livre-là, on le trouve à acheter. Moi, je pense que c'est un livre important à acheter, dans lequel, dans le prologue, il explique d'abord la philosophie de toutes les choses qui nous régissent, de ce qui est, en fait, des choses qui sont. Donc, pour lui, la sagesse, c'est la saisie de la vérité des choses qui sont et qui ont une substance propre, immuable. Voilà. Donc, par exemple, immuable, c'est ce qu'il appelle les essences, en fait, hein, ces choses, voilà. Et les essences, il y en a des continues, des discontinues. Alors, les continues, c'est par exemple des pierres, ça c'est continu à l'intérieur. Et discontinu, ça serait des amas de pierres, des amas de, voilà, des troupeaux de brebis, etc. Et donc, il commence comme ça, par une philosophie d'une certaine manière de la sagesse. Il faut, pour être sage, il faut pouvoir saisir la vérité des choses qui sont. Et la vérité, qu'est-ce que c'est? Nous, on est dans une époque où finalement on voit la vie à travers des instruments de mesure qui nous fixent tout le temps des quantités. Et des quantités qui représentent souvent une performance. Hein. Voilà. Quand on parle de sa nouvelle piscine, souvent on donne les dimensions en largeur et en longueur. Voilà, pour la maison c'est pareil. Hein. Souvent, voilà, on se mesure aussi à la voiture qu'on a. À l'époque, ils pouvaient construire des choses grandes. Le château des Alimes, la tour la plus haute, elle fait 25 mètres. C'est très haut. Il y a quand même il y a quelque chose de dominateur. Mais en fait, à travers les nombres, on s'aperçoit d'une grande sagesse, d'une grande subtilité, d'une grande finesse, j'ai envie de dire d'une élégance qui permet de lier, de, lier, de lier dans le chaos de l'infini, d'ordonner tout ça pour le rendre fini sur place. Voilà. Ah, donc ça, c'est une idée très intéressante. Alors, c'est comme si on prenait l'ordre cosmologique et qu'on l'appliquait sur une construction humaine. Oui. Waouh, c'est... Bah, déjà c'est très profond. Hein. Ça fait même pas 10 minutes qu'on parle. Est-ce que tu veux présenter le château? Est-ce que tu as une image peut-être on va voir les châteaux en vue de dessus, surtout, parce que c'est cette histoire d'implantation qui nous intéresse. Ouais. Le château en question, c'est le château des Alimes, surtout, pour lequel il reste pour lequel il y a beaucoup de restes. Mais finalement, alors attends voir, on va. Tu partages l'image que tu m'as donnée là? Oui, voilà. C'est celle-ci? Oui. Voilà. Donc, moi, plutôt que de regarder basiquement un château, même si c'est un bel objet, je pense qu'il faut regarder le nombre. Pourquoi? Parce que justement, dans la philosophie de la sagesse, on ne va pas regarder, on va pas regarder la taille. On va pas regarder on va s'intéresser au nombre. Pourquoi? Parce que le nombre, dans ce qu'a pu apporter, dans ce qu'ont pu apporter les moines entre le 6e, 9e siècle, aussi à la cour de Charlemagne ou le 12e, eh bien, c'est que finalement, selon l'école pythagoricienne qu'ils ont repris, ou platonicienne, eh bien, le nombre structure l'univers. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est surtout ça qui est beau. Donc, voilà. Sur la carte, on voit qu'il y a la tour de Saint-Denis en bas à gauche. Je ne sais pas si on voit mon curseur, peut-être pas, non. Je ne sais pas. Non, mais c'est pas grave. Donc, on voit la tour de Saint-Denis en bas à gauche. C'est un château donc, qui a été construit en 1323, qui a été commencé de construire en 1323. Et il a une distance particulière par rapport au château des Alimes, en haut à droite, 6542 mètres. Et on voit que dans ce sens-là, quand on arrive aux Alimes, on a une hauteur, une altitude de 659 mètres.
Et ce que j'ai pu observer, et c'est ça qui m'a très vite frappé, c'est qu'on a 2 chiffres significatifs qui sont identiques, et que quand on repart du château des Alimes et qu'on va au château de Luisandre, qui est tout à fait en haut à droite, là-haut, Oui. on a 805 mètres de distance et on arrive à l'altitude de 805 mètres d'altitude. Quand on repart du château de la bâtie de Luisandre et qu'on va au château de Saint-Germain, au milieu en bas, eh bien, on a 4632 mètres et 466 mètres d'altitude. Et quand on revient, quand on reboucle la boucle, eh bien, on a 3345 mètres qui arrivent à 332 mètres. Alors, ça c'est incroyable. Déjà, quand tu as présenté ça à ta conférence, moi je suis restée sans comprendre. Ça me semble tellement étrange, mais les chiffres sont là. Donc tes chiffres en vert, c'est l'altitude, tes chiffres en noir, c'est la distance. Voilà. C'est quand même bizarre. Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord faire, c'est lever tout doute que ce soit fait par hasard. On a 2 chiffres qui se ressemblent. C'est les 2 premiers chiffres significatifs, là, 65, 65. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se dire, on va en fixer un. Donc, 6542 mètres, c'est lui la référence. Eh bien, la probabilité que l'autre commence aussi par un 6 et un 5 en mètres, eh bien, c'est 1%. C'est une chance sur 100. Et c'est pareil pour les 3 autres chemins. On a une chance sur 100, en fait, à chaque fois de tomber sur les 2 chiffres significatifs. Mais donc, du coup, le fait de l'avoir sur une boucle orientée comme ça, fermée, eh bien, il faut faire 1 sur 100 puissance 4. Donc, c'est une chance sur 100 millions d'avoir cette combinaison-là. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas fait par hasard. Alors, on pourrait me dire, oui, mais si maintenant je change l'unité, eh oui, si je passe par exemple en pied, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, si on change en pied, effectivement, si on met en pied anglais, par exemple, eh bien, on n'aura pas les 2 mêmes chiffres significatifs. C'est-à-dire les 2 premiers chiffres significatifs peuvent bouger. Ils peuvent être les mêmes, mais ils peuvent bouger. C'est-à-dire que ça marche en mètres. Alors, pour l'instant, effectivement, je vais le démontrer après que c'est bien en mètres, tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Hein? Donc, pour moi, la probabilité là qu'on ait pu avoir ça comme ça en mètres, effectivement, ça n'a pas été fait par hasard en fait. C'est 1 sur 100 millions et voilà. Ça n'ève aucun doute. Voilà. Et ce qui m'a frappé aussi au début, quand tu as montré ça, c'est une chose de déterminer une distance. Donc déjà, c'est pas évident avec une distance pareille, c'est quand même 6 km ou plus. Mais de déterminer l'altitude, c'est très difficile. Donc là, la meilleure hypothèse que j'ai eue en fait au début, parce que effectivement, moi au début, je me suis pas dit c'est obligatoirement en mètres. Je me suis dit c'est pas possible. Je pense qu'il faisait beaucoup plus précis que ça en fait. Ouais. Pour moi, c'était pas précis parce que j'étais que sur 2 chiffres significatifs, donc il y avait un problème. Ouais. Donc du coup, ça m'a permis de mettre en place des hypothèses. Donc la première hypothèse, c'était le mètre, c'est-à-dire ils ont certainement utilisé le mètre. Ma deuxième hypothèse, c'est qu'ils cartographient. C'est-à-dire que si on regarde la distance, si on se place à un château, par exemple en bas à gauche, la tour de Saint-Denis, on voit le château des Alimes, 6542 mètres, 659,6, c'est cartographié en altitude, en élévation et en distance. Donc là, maintenant, on va regarder plus précisément. En fait, je fais un zoom de la situation précédente, mais sur les 2 châteaux sur lesquels j'ai le maximum d'informations. Parce que les autres, ils sont beaucoup plus détruits. Donc c'est pour ça que je regarde ceci. Je prends le centre de la tour de Saint-Denis, en bas à gauche, et je regarde le centre de la tour ronde, en haut à droite. Oui. Il y a d'assez extraordinaire déjà, d'assez intéressant, c'est qu'on voit que la cour carrée du château des Alimes, en haut à droite, elle est orientée, elle est positionnée angulairement, comme si elle était positionnée par rapport à la tour de Saint-Denis, puisque ça coupe par la diagonale. Oui. Ça, on le voit bien. Donc, c'est la première chose, premier élément qui me faisait dire qu'il y avait vraiment des relations très particulières et certainement très précises. Alors, du coup, j'ai regardé plusieurs choses. Quand je suis à la tour de Saint-Denis, j'ai regardé l'azimut vers le château des Alimes. Donc, j'ai 65,7 degrés nord d'azimut. Pour aller à la tour ronde, j'ai 6542 mètres. Pour aller au centre de la tour carrée, j'ai 6500 mètres exactement. Alors là, je m'y suis pris vraiment beaucoup de fois.
Parce qu'effectivement, 6500 mètres aussi rond, voilà, bon, c'est vraiment 6500 mètres. Et j'invite tout le monde à le faire parce que c'est assez intéressant, d'autant que le 65, c'est 5 fois 13, et que 5 fois 13, c'est deux nombres de la suite de Fibonacci. Donc ça, c'est intéressant. Donc la suite Fibonacci, donc c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Voilà. C'est les chiffres, c'est le nombre d'or, c'est ça? Voilà, qui peut mener au nombre d'or, la suite de Fibonacci. Voilà, si on divise un terme par son précédent, on va avoir le nombre d'or. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que tous les nombres commencent par 6, 5. Donc la distance tour carré à tour carré fait 6500, tour carré à tour ronde fait 6542, l'azimut 65,7, et curiosité, c'est le diamètre de la tour ronde qui est vraiment parfait, là, le diamètre extérieur de la tour ronde au bout qui fait de rayon 6,05 mètres exactement. Exactement, j'ai vraiment cherché à être le plus précis possible, et que donc du coup on voit pertinemment que le 6 et le 5 se retrouvent partout. Voilà, on pourrait me dire ouais mais il y a le 0 entre pour le rayon. Ouais mais le 0 c'est comme un rien en fait. En fait il faut distinguer les chiffres significatifs des chiffres signifiants. Donc le 0, quand je compte 6,05, 0 intercalé entre les deux est un chiffre significatif pour moi. Mais c'est un chiffre non signifiant. Alors que 6 et 5 sont des chiffres signifiants. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, quand je vois ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose de plus précis là-dedans. C'est pas possible. Parce que ils ont mis des 6 et des 5 de partout. Et pourtant, on voit qu'au troisième chiffre, ça va pas, ça colle pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que j'aimerais faire quand même, c'est regarder, à part l'azimut de 65,7 degrés, j'aimerais qu'on regarde les autres nombres en mètres, donc l'altitude, donc le 6542, le 6500, le 659,6 et le 605. J'aimerais qu'on le mette dans des unités différentes pour bien faire comprendre aux gens ce que ça signifie, ce que je viens de dire sur le mètre. Donc on va passer à la diapo 3. Ouais. Alors... B2, Carto, voilà. Eh bien, voilà. Donc en haut, j'ai en mètres l'altitude, la distance à la tour ronde. Donc altitude 659, distance à la tour ronde 6542, etc. On voit que c'est le 6 et le 5 qui règnent en mètres. Je mets en pied anglais. Alors, tout se passe bien. Pour les trois premières valeurs, tout se passe bien. Hein, vous voyez, 2164, 21 463 en pied anglais, etc. Sauf pour le rayon de la tour ronde, ça ne marche plus. 19,85, ça ne marche pas. En yard anglais, ça ne marche pas, on le voit tout de suite. En coudée de cours, on suit la ligne. Alors le début me part bien, ça marche, mais sauf pour le rayon de la tour, ça ne marche pas. Coudée royale égyptienne, ça ne marche pas. Voilà. Bon, en fait, ça ne marche pas pour aucune unité, ça marche que pour le mètre, ça, le 6 et le 5. Oui. Voilà ce que je veux montrer là. Oui, oui. Si je alors... unité, cela change les chiffres significatifs de devant. Pour le yard mégalithique, non, la toise mégalithique. Attends. Oui. Je peux juste regarder un truc. Oui. Et aussi, c'est intéressant pour le pied de Savoie. Je sais qu'il n'y a pas de 6 et de 5, mais il y a beaucoup de 0. Oui, mais c'est normal pour le pied de Savoie, parce que le pied de Savoie est un peu un système prémétrique, en fait, hein, puisque si je prends 4 pieds de Savoie, ça fait exactement 1,25 mètres. Donc, c'est tout à fait prémétrique. Donc, c'est normal. Oui, d'accord, bien sûr, bien sûr. Donc là, il y a le lien aussi. Non, oui, je voulais dire, pour la toise mégalithique, tu as pour l'altitude 1 sur pi. Donc, oui, c'est bizarre. Oui, il y a des nombres, si tu veux, il y a des nombres intéressants là-dedans. Je ne dis pas le contraire. Ouais. Moi, ce que je veux montrer là, on reste avec 6 et 5. C'est que le 6 et le 5 ne se retrouvent comme chiffres signifiants que en mètres. Ouais. Donc déjà, ça nous dit quelque chose sur le mètre. Donc, ça nous donne un lien avec le travail, par exemple, de Howard Crowhurst, de Quentin Leplat et d'autres. Et ce que j'ai trouvé moi aussi, que le mètre n'est pas tout neuf au XVIIIe siècle, qu'il y a une histoire encore plus vieille au mètre. Si on passe à la diapo suivante, tu as ici des 6 et des 5 encore. Alors, maintenant, je vais essayer de chercher la précision.
Et vous souvenez-vous de l'azimut qu'il y avait, parce que juste avant, donc je viens d'expliquer en mètres toutes les distances et toutes les dimensions en mètres par rapport aux unités, mais je n'ai pas regardé le 65,7 degrés nord. Je ne l'ai pas regardé celui-là. Bah oui, puisque c'est pas en mètres. Donc, je n'avais pas un changement d'unité à faire dans le pied, Ouais. dans aucun pied, quoi, bien sûr. Mais par contre, à l'époque, ils utilisaient le degré minute seconde. Et si je convertis 65,7 en degré minute seconde, puisque 65,7 c'est du degré décimal, je rappelle que en degré minute seconde, on a 360 degrés. Dans un degré, on peut décomposer le 1 degré en 60 minutes et on peut décomposer la minute en 60 secondes. Ben, si je le transforme, 65,7 degrés décimal, et c'est là où j'ai été mais vraiment scié, c'est le cas de le dire, c'est que j'obtiens 65 degrés 42 minutes quand je regarde le château des Alimes exactement à la tour ronde du château des Alimes, depuis la tour de Saint-Denis. Donc ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que très précisément, une minute d'angle, c'est très très précis. Je retombe vraiment sur 65 degrés 42 minutes, en toute honnêteté intellectuelle, depuis le centre de tour au centre de l'autre tour. Et j'ai toujours de centre de tour à centre de tour 6542 mètres. Ça aussi, c'est précis, je dirais à plus ou moins 1 mètre. Et là, à plus ou moins 1 minute, mais même moins d'1 minute là, d'angle. Donc, on voit que la précision, elle n'est pas sur 2 chiffres significatifs. Elle est sur 4 chiffres significatifs. D'accord? Et enfin, la différence d'altitude. Vous vous souvenez, le château des Alimes, il culmine à 659 mètres. Oui. Il est là le truc. Et sauf que la tour de Saint-Denis, elle est déjà à une altitude, elle est à 332 mètres. Eh bien, si on fait 659 moins 332, on va obtenir 327 mètres. Et 327 mètres, c'est la moitié de 654, 654. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là, pour moi, c'est assez exceptionnel. Cela vous montre que le mètre, ici, a été obligatoirement utilisé puisqu'on retrouve le mètre, le nombre écrit dans le mètre, se retrouve résolu dans l'angle au nord qu'on le retrouve ici. Donc, bien sûr, si je me mets en pied, là, 65 degrés 42 minutes ne matche plus du tout. Oui. Tu vois? Il est là le truc. Donc, qu'est-ce que je veux aussi dire là-dedans? C'est que ce qui compte, je ne peux pas prendre comme référence 6542 mètres par rapport aux 2 autres valeurs. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre 65 degrés 42 minutes comme référence. En fait, le problème, c'est que je retrouve ce nombre dans les 3 donc en degrés minutes secondes et en mètres. Donc en fait, c'est le nombre en lui-même qui est la référence de tout ça, qui est constitutif des structures, du positionnement des structures. C'est vraiment constitutif. Le nombre est la référence. Le nombre étant la référence, eh bien, si je veux calculer la probabilité ici d'avoir cette combinaison de nombres là, alors, ça fait une chance pour 21 600 pour 65 degrés 42 minutes de tomber là-dessus. Ça fait une chance pour 10 000 pour 6 542 et ça fait une chance pour 500 pour 327. Ça donne un total de 108 milliards. Donc, c'est-à-dire, il y a une chance pour 108 milliards que ce soit fait par hasard. Ouais. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai montré ce travail à des topographes géomètres. Oui. Et ils ont été stupéfaits. Ils ont tout de suite reconnu un gisement et une élévation. C'est-à-dire, ils ont tout à fait reconnu leur travail de tous les jours, en fait. D'accord. Voilà. Sur un site avec les centres de Tours, très précisément, donc du XIVe siècle. C'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. Donc, tout ça nous amène à conclure là-dessus, à conclure que le mètre est utilisé sans aucune incertitude possible. Voilà, avec les 3 diapos que j'ai donnés avant,
en mettant dans d'autres unités aussi quand même pour voir si les autres unités, on n'est pas les deux mêmes chiffres significatifs, tout ça. Il n'y a aucune, voilà, il y a rien là-dedans qui puisse mettre en défaut le fait que c'est bien le mètre qui a été utilisé. Et on va aller plus loin, si tu veux bien, en regardant, parce que là, on est en cartographie locale. Oui. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre en cartographie absolue maintenant. Il faudrait regarder, si on a fait une cartographie locale, c'est peut-être qu'ils avaient une référence par rapport à l'équateur. Qu'en penses-tu? Toi, tu connais la réponse? Bah oui, parce que le mètre, en fait, c'est 1,40, enfin, le kilomètre c'est 1,40 millième de la circonférence polaire, donc ce serait logique qu'il y ait un lien avec soit le pôle Nord, soit l'équateur, peut-être. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, je passe à la diapo suivante. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va regarder maintenant, on va se placer au tiers de la distance entre la tour de Saint-Denis et les Alimes. Vous avez au centre, là, l'église. Il y a marqué église. Je ne sais pas si tout le monde la voit bien. L'église. Ouais. Et à l'église, juste à côté, il y a un repère de nivellement. Donc, les géomètres, partout en France, ils ont placé des repères de nivellement, déjà il y a longtemps. Et sur ces repères de nivellement, eh bien, quand on va chercher sur site, donc ça ressemble donc à un petit cylindre, le repère de nivellement, sur lequel il y a marqué l'altitude. Donc là, on voit, c'est 270 mètres d'altitude. Oui. Hein. Et quand on va chercher la fiche de ce repère de nivellement sur Géoportail, eh bien, donc on a de nouveau l'altitude, on a les coordonnées GPS en degrés, minutes, secondes, donc longitude et latitude. D'accord. Voilà. Mais on a un autre repérage qui est le repérage en projection plan, donc comme si j'avais un plan sur une carte, en projection Lambert 93. Et les coordonnées selon la carte, c'est 882 km est et 6542,6 km nord. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu ma surprise quand je suis tombé là-dessus. Parce que, du coup, c'est exactement le nombre que j'ai. Et je suis exactement au tiers de la distance Tour de Saint-Denis à Lime. Hein. C'est vraiment, je suis pile poil au tiers. C'est-à-dire, si je prends la distance Tour de Saint-Denis à l'église, là, c'est le tiers de 6542. Voilà. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, moi, avant de chercher à savoir ce que ça veut dire, il faudrait regarder la projection conique de Lambert. Toi, tu connaissais déjà la projection de Lambert? Non, pas du tout. Eh bien, j'ai demandé à des géographes, et effectivement, ça leur rappelle de vagues souvenirs universitaires. Mais finalement, c'est vraiment connu alors. Ça a l'air d'être un truc assez spécifique, quoi, hein, des cartographes qui travaillent dessus tout le temps. Donc, on va passer à la diapositive suivante pour expliquer ce que c'est que si tu veux bien. Voilà. Alors, en cartographie, tout le problème réside à prendre la Terre et en faire une carte dépliée. Hein, c'est comme si vous prenez une orange et que vous cherchez à la déplier, vous allez voir que ça va tout se froisser. C'est pas possible. On est obligé de déformer quelque chose quand on fait une carte. La carte Mercator, c'est la sphère dans laquelle on fait passer un cylindre, on projette tous les points de la carte et on déroule le cylindre et comme ça on a la carte. Mais ce qui amène à des grosses déformations puisque l'Afrique qui fait 30 millions de kilomètres carrés, eh bien elle est plus petite que la Russie qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Et le pôle Nord est complètement élargi. Oui, voilà. Ça amène une déformation. Alors la Mercator, elle est très bien parce que c'est notamment pour la navigation. C'est-à-dire qu'elle conserve les angles. On perd les dimensions, mais on conserve les angles. Donc pour naviguer, ça va très bien. Eh bien, il se trouve que nous, là, donc ce que j'ai expliqué, c'est qu'on a 6542 km en projection de Lambert 93. Et le Lambert 93, cette fois-ci, on vient faire passer un cône sur la sphère. On vient le poser. On vient le faire toucher à peu près à hauteur de la France. Pourquoi la France? Parce que, en fait, la France, elle a cette particularité d'être à 45 degrés de latitude nord. C'est-à-dire, c'est la moitié de 90. Donc, faire passer un cône permet, au niveau géométrique, de faire quelque chose d'assez facile, finalement. Hein? Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, donc là, toujours pareil, hein, on projette les points contre le cône et on va dérouler le cône.
et ça nous donne la carte. Et simplement, ils ont fait quelque chose d'astucieux, c'est-à-dire qu'au lieu de poser sur la France, comme ça, le cône, géométriquement, on va venir couper par le 44e et le 49e parallèle qui passent en France. Comme ça permet de répartir les déformations de part et d'autre, voilà, de la carte. Et ça, c'est assez ingénieux. Et donc, du coup, ce cône, il va jusqu'à l'équateur. Eh bien, 6542,6 km en projection Lambert, c'est la distance du cône à plat, ici, de l'équateur jusqu'à Ambérieu. Hein, là, on le voit bien, voilà. Les petits pointillés que j'ai fait là en haut, en orange, donc c'est la ligne d'Ambérieu, c'est le parallèle d'Ambérieu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suivante. D'accord. Et là, on voit qu'on a effectivement un cône sur la sphère. Le point B et le point A représentent les parallèles autour duquel, en fait, par lequel le cône il coupe la Terre, en fait. Hein. Si vous voulez, vous avez le cône, mais vous avez la surface de la Terre là qui est coupée, en fait, pour ces parallèles, c'est pour répartir la déformation. Et donc, ça nous donne 6542 du point B, du point C au point E. Voilà, ça nous donne cette valeur-là, 6542,6. C'est cette valeur-là. On va pouvoir passer à la suivante. Ça ressemble à la Grande Pyramide. Donc, j'ai déroulé mon cône, et qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, en pointillé, on a l'équateur. Donc là, c'est à plat. Et donc, du coup, on est à Ambérieu à 6542,6 km. Voilà, j'espère que c'est clair à peu près. Oui. Ouais. On peut passer à ouais. La distance donc d'Ambérieu jusqu'à l'équateur avec une carte traditionnelle, ce serait comment la déformation? Ça marche comment? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait, cette projection? Cette projection, qu'est-ce qu'elle nous apporte? En fait, c'est chaque pays utilise actuellement une projection différente. Voilà. En Suisse, c'est la Mercator transverse. Donc, c'est un cylindre qui passe dans la Terre, mais en fait, il passe orienté correctement vers la Suisse, passant vers la Suisse, pour éliminer toutes les déformations. Donc, en fait, une bonne carte pour naviguer en particulier, puisque ça, c'est des cartes qui conservent les angles, eh bien, c'est une carte donc, qui va être en projection conforme, donc comme la projection conique. Et du coup, avec cette projection-là en France, on limite au maximum les déformations. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Maintenant, si on va en Allemagne ou en Angleterre, il faudrait voir effectivement quels sont les types de projections utilisées. C'est quelque chose que je... Ils sont propres à leur latitude. Ouais, c'est un travail que je ferai un jour, ouais. Ça c'est évident. Ouais. Toujours autre chose. Ouais. Je passe à la suivante. Ouais. Voilà, donc là maintenant c'est la France, toujours en projection Lambert, dans lesquelles on voit exactement le 6542,6 par rapport à la référence de l'équateur. On voit aussi en rouge, c'est les degrés minutes secondes, hein, les latitudes et les longitudes en degrés minutes secondes pour donner un petit peu un aperçu de ce que ça donne. Voilà, ça c'est la carte à plat de la projection conique conforme. Voilà, on peut passer à la suivante. Ouais. Donc ça, c'est très bien pour montrer la différence. En fait, le quadrillage rouge et le quadrillage bleu pour montrer la différence. Voilà. Non, c'est celui-là. Donc, je reviens ici. On est donc en local à deux châteaux qui nous montrent toujours le même nombre parce que le nombre, c'est notre référence. Oui. Exprimé dans différentes unités pour se positionner localement. Mais on est aussi en projection plane de Lambert à 6542 km de l'équateur. Donc, on a aussi un référencement absolu, une cartographie absolue. Alors, il se trouve que là, moi, ce que j'ai regardé, c'est que la cartographie absolue, c'est dans nos outils actuels. Donc, ça interroge. Est-ce qu'on ne retrouverait pas dans la structure 6542? Ça, c'est la première chose, dans la structure du château des Alines. Deuxième chose, si c'est le cas, si effectivement ils ont fait de la cartographie locale et absolue en projection conique conforme. La projection conique conforme de Lambert, elle date de 1772. D'accord. Donc, au XIVe siècle, elle va être connue. Hein, d'accord. voilà. Donc, voilà ce qu'on va voir maintenant.
juste avant, ce qu'il faudrait faire, c'est quand même montrer aux auditeurs, c'est à quoi ça ressemblait concrètement une carte à l'époque. Ah oui. Carto, ouais, du monastère d'Ebsdorf. Voilà à quoi ça ressemblait une carte. Alors attends, on ne la voit pas là. Tu l'as pas? Attends. Non, j'ai ça. J'ai ta projection avec les deux quadrillages, bleu et rouge, et puis j'ai ce que tu nous as montré là avec. D'accord, et tu? D'accord. Alors je refais. D'accord. Bon. Est-ce que tu l'as là? Non. Si, Bon, c'est si, pas grave. si, je l'ai. Allez. Donc là, en fait, voilà, une carte. Moi, je trouve intéressant de garder. Voilà. Donc, en fait, tout ce que je fais là, et ce que je vais montrer, c'est le quadrivium, les arts libéraux, donc nombre, géométrie, astronomie, appliqués aux structures. Les arts libéraux et le quadrivium, c'est tout à fait une science qui était utilisée au XIVe siècle, et même avant, ça on le sait. Et du coup, je trouvais intéressant de mettre une carte d'époque, vers 1300. Voilà une carte, la carte du monastère d'Ebsdorf, qui montre l'Est en haut. C'est le jardin d'Éden en haut. Au centre, il y a Jérusalem. Et en bas, donc, il y a la péninsule ibérique. On voit bien que là, on ne peut pas du tout naviguer avec cette carte. Hein, si vous la prenez, vous allez vous perdre. Hein. Ça va pas. Hein. Bon, pas spirituellement, mais ouais. Jérusalem au centre. Et c'est quoi? Ça correspond au quoi? C'est la France au centre, c'est ça? J'arrive même pas à voir. Non, là, je ne saurais pas te dire tout. Je n'ai pas étudié complètement cette carte. Je ne sais pas non plus. C'est difficile de savoir. Mais ouais. Non, c'est incroyable. Je pense qu'on va se noyer si on essaye de chercher. Parce qu'il y a des références, il y a des connaissances historiques, mythologiques et théologiques de l'époque qui sont encodées là-dedans. Ouais. Les positions sont assez arbitraires et ne reflètent pas du tout la carte. Et d'ailleurs, il n'y a aucune carte qui reflète la carte. En fait, une carte, elle a d'abord une dimension politique d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire c'est un point de vue. Et deuxièmement, pour montrer des choses très précises. Si vous allez dans OpenStreetMap, vous allez pouvoir demander tous les bancs de la ville d'Ambérieu en Bugey, par exemple. Voilà. Là, vous allez pouvoir demander avec ça les connaissances historiques, mythologiques et théologiques. Mais vous ne pouvez pas naviguer avec ça. Et voilà le genre de carte qu'on a. Mais c'est quand même quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre tout ce que tu as découvert, parce que ça nous montre, je vois la tête et je vois les deux mains sur les côtés et les deux pieds, ça nous montre que la Terre est considérée comme divine, c'est le corps de Dieu, de Christ, et le nombril à l'intérieur, pile au centre, c'est Jérusalem. Donc il y a quand même, ça pourrait nous expliquer un petit peu un côté de leur géographie. C'est un point de départ. C'est un point de départ. Simplement, c'est pas celui que j'ai suivi. Non, c'est pas suffisant. C'est pas celui que j'ai suivi actuellement encore, parce que quand on tire le nombre comme je l'ai tiré, après on se laisse prendre le bras complètement dans l'engrenage. Hein. Mais c'est un travail, c'est un départ, et tu as raison, je pense qu'il faudra à un moment donné y apporter une vraie compréhension de cette carte, au sens de la philosophie, de la sagesse de l'époque, oui. Voilà, c'est ça. Ça nous ramène à ce que tu disais au départ. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait après? Eh bien, nous allons maintenant voir si on ne retrouve pas tout ça dans la géométrie, dans la géométrie du château. Donc, voilà, on va pouvoir projeter la suivante. Voilà. C'est celle-ci? Ouais. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit que la courtine principale du château, ce qu'on appelle des courtines, en fait, c'est les quatre enceintes là qu'on voit, avec la tour carrée et la tour ronde, c'est les courtines. Eh bien, elles font 36 mètres de côté. 36 mètres, c'est duodécimal, c'est assez intéressant. Et on voit aussi que c'est orienté à 18 degrés par rapport au nord. Ça, c'est assez remarquable. 18 étant la moitié de 36, ouais. Ouais. Pour l'instant, j'en déduirai rien tout de suite, actuellement, là. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder avec soi, parce que, voilà. Mais ça nous montre encore une fois qu'il y a peut-être un lien entre les degrés et les mesures en mètres.
Alors moi, je dirais qu'il y a un lien avec les nombres 6, 12 en particulier, puisque je retrouve ailleurs dans le château. Vous vous souvenez que la tour fait 6,05 mètres de rayon, donc 12,1 mètres de diamètre. Mais 12,1, c'est pas 12. Mais 12,1 suggère 12. Voilà, au sens des anciens, moi, c'est ce sur quoi je suis tombé là. Quand je lis 12,1, je peux lire 12 ou bien 1, 2, 1, qui représente le 11, puisque 11 au carré, c'est 121. Donc, moi, en fait, avant d'aller mesurer, j'avais regardé sur Google Earth, et très précisément, et là, je tiens à dire que Google Earth, c'est quand même très, très précis. Hein. J'ai mesuré avec Google Earth le diamètre de la tour ronde alors, j'étais soit sur 12 mètres, soit sur 12 mètres,1. Mais pourquoi j'étais là-dessus? Parce que je connaissais déjà les autres nombres du château. Et que pour moi, il y avait deux nombres possibles du diamètre, c'était 12 ou 12,1. J'avais pas de préférence. J'y suis allé, j'ai mesuré 12,1. Voilà. C'est en mesurant sous Google Earth et en connaissant les nombres, notamment en ayant vu 36, 18, etc. Bon, ben, voilà. Donc, voilà un petit peu le château. Donc, on va pouvoir passer à la suivante. D'accord. Et c'est intéressant de penser à ce que tu disais, que c'était peut-être duodécimal. Donc, la logique du système métrique qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément la même logique du système qu'on voit ici, même si c'est la même unité de mesure. Mais c'est peut-être ça fonctionne dans un système différent, je veux dire. Le système duodécimal, maintenant, de nos jours, on l'associe à l'Angleterre, aux États-Unis, mais c'est peut-être possible que le mètre fonctionnait aussi dans un système comme ça à l'époque. Oui. Là, c'est vrai que j'ai regardé aussi un petit peu de ce côté-là. Je suis tombé sur des choses intéressantes, mais qui ne sont pas présentables encore. Donc, voilà, ça demande beaucoup de temps. Moi, je tiens à dire que appréhender le nombre, la géométrie, ça m'a demandé beaucoup de temps. Voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, là, j'ai beaucoup suivi ce que Howard Crowhurst ou Quentin Leplat faisaient, en particulier, mais aussi d'autres chercheurs indépendants. Et que le nombre a besoin d'une maturation dans l'esprit pour faire des liens et des ponts. Et que quand on prend cette science ancienne au sérieux, eh bien, les liens, les connexions se font avec le temps. Il ne faut pas chercher à le forcer. Alors, on peut chercher à le forcer en apprenant par cœur tous les nombres, si on veut, hein, ça c'est possible. Mais vu qu'ils ont des qualités, ces nombres, ce n'est pas juste le fait de les apprendre par cœur, c'est le fait de regarder, de les comparer, de les juger, de les aimer, d'y trouver un sens de l'humour, même, d'y trouver un sens de l'humour. Voilà, il y a des nombres faut les aimer. Ils sont en écho tout le temps. Voilà, on le retrouve tout le temps. Je suis d'accord. Il faut être très patient pour voir ce qu'on voit au fil du temps, quoi. Donc ici, tu as le château avec une tour. Voilà, c'est le château des Alimes. Le château des Alimes, tu as donc la tour carrée, la tour ronde et les courtines principales. Mais tu as aussi, quand on repart au nord, on voit un grand mur et une tour au bout. La tour nord, la petite tour ronde nord, là. Oui. Eh bien, on voit marqué au sol, quand on va de C vers B et de B vers J, en fait, là, il y a un mur d'enceinte léger. C'est un mur léger. Ah, je vois quelque chose, oui. Ouais, on voit des traces au sol. Hein. Donc, C, B, J, il faut dire qu'il y a une enceinte. En fait, ça ne fait pas exactement BJ, ça fait B, ça va jusque presque au point, à hauteur du point L, et ça rejoint le point L. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Parce que là, ce que je souhaite montrer, c'est l'importance du point J. En fait, le point J, c'est par là où on rentre au château des Alimes. Quand on arrive, on a la tour massive carrée, comme ça. Quand on rentre dans la cour, on a la petite tour ronde. Alors, assez curieusement, la tour ronde, elle fait 12,1 mètres de diamètre. Et on la trouve, finalement, petite. Alors que la tour carrée, qui fait 10 mètres de côté, elle est vraiment majestueuse. Alors, ça tient à quoi? Ça tient que si vous prenez 10 mètres, mais en diagonale, c'est que la tour carrée, en fait, elle fait 14 mètres,14 d'envergure.
contrairement à la tour ronde qui en fait que 12. C'est ça qu'il faut regarder. Un carré, même s'il est plus petit, il a une envergure plus grande. Donc, le point J, ce que je veux montrer, c'est que le point J est très important, c'est l'entrée, et que cette entrée a servi comme point de visée pour des mesures, notamment, mais aussi pour construire. Hein, donc, au sens du topographe géomètre et au sens du maçon aussi. Hein. Donc, quand je trace un trait de J vers B, en fait, j'ai la muraille d'enceinte qui est alignée J vers B. Voilà. Elle est alignée simplement à hauteur du chemin qu'on voit vers 113,4 mètres, là, vers ce chemin. C'est juste que ça part vers le point L. Voilà. Donc la muraille d'enceinte légère, elle fait B vers J, mais vers 113,4, elle tourne vers L. Voilà. Mais elle est parfaitement droite. Et vous allez voir, on va le voir sur une autre image. Donc le point J, il est important pour ça. Il est important pour tirer un trait droit, un mur droit, grâce à un dispositif qui nous permet de faire une grande muraille droite sur quand même pas loin de 120 mètres. Quoi. Ouais. Deuxième chose importante qu'il faut dire, c'est que si je regarde B et que je tire plein est, B vers l'est, j'arrive vers la muraille, au bout, vers peut-être à 10 mètres au sud du centre de la petite tour ronde, là. Eh bien, le point milieu, c'est le point K, en fait. On a 50 mètres ici. Voilà, on a de B vers la muraille, quand je prends plein est, j'ai 50 mètres. Eh bien, si je prends le milieu de 50 mètres, c'est le point K. Et je dois dire que le départ du point B jusqu'au point K, le départ là du mur, il est vraiment plein est. C'est pour ça que j'ai fait ça, hein. Je n'ai pas fait ça n'importe comment. C'est que le départ de B vers K, là, du mur, de la muraille, elle est plein est. C'est juste qu'après, elle a tendance à bifurquer un petit peu pour aller vers la tour ronde, vers le coin, l'angle de la tour ronde. Voilà. D'accord. Ce qui nous dirait que, en fait, au début, ce serait J, B, K et le prolongement, mais après que ça s'est un petit peu, ça a bougé. Et qu'après, alors c'est pas que ça a bougé, c'est qu'ils ont construit donc du point B vers le point K, ils ont commencé plein est, et entre le point B et le point K, eh ben, ils sont repartis vers la tour ronde, plus vers la tour ronde, comme ça, pour aller dans l'angle du mur entre la tour ronde qui est devant et le mur. Là, eh ben, ça arrive dans l'angle du mur, en fait, au bout. Mais le départ du mur, à partir de B, le départ du mur est bien plein est, comme ça. Donc le point K est au milieu de 50 mètres, ça fait 25 mètres. Là aussi, c'est assez précis, hein, c'est 25 mètres. D'accord. Et donc, du coup, je pars du point K, et ce qu'on voit, c'est que en partant du point K, je vais vers le point J, et bien tout simplement, ça aligne la tour carrée, ça oriente, ça positionne angulairement la tour carrée par rapport à ce point K. Voilà. Et au point J. Donc ça, c'est la deuxième importance du point J que j'y ai trouvé. Oui. C'est cette orientation, c'est ce positionnement angulaire. Et donc c'est très précis. Ouais. Oui. Troisième chose importante, c'est le point L. Le point L, c'est le coin ici des courtines. Eh bien, on voit que J, L et le point C, centre de la petite tour ronde au nord, sont alignés. Sont alignés, d'accord. Ça, c'est pas mal du tout. J'ai vérifié sur place comment ça se situait, c'est vraiment tout à fait ça. Et en plus, c'est qu'on a une distance JC qui vaut 5 fois la distance JL. Là aussi, c'est très précis. Hein, c'est quand même... D'accord. Donc, ici, c'est plutôt le nombre 5. Donc, on a 25 mètres, 5 fois une ligne, oui. Une distance. Donc là, on a JL 26,1. Si je fais 5 fois 26,1, j'ai 130,8. Et ce que je peux rajouter aussi, là je ne l'ai pas mis, c'est que la tour ronde, du centre de la grande tour ronde au centre de la petite tour ronde, très exactement, ça fait 110 mètres. Là aussi, c'est en toute honnêteté intellectuelle, là j'ai refait plusieurs fois, c'est 110 mètres. Donc on retrouve un nombre, là le 11 aussi, qui va être assez intéressant par ailleurs, puisqu'on a vu qu'il y avait 12,1 mètres de diamètre de tour, un 11 au carré, ça donne 121, on a 110 ici, et on va voir que le 5 et le 11 vont revenir. Donc, on va passer à la photographie suivante. D'accord, attention. Voilà, attends. Voilà.
Je me mets au point B et regardez comme le mur a été tracé et tiré selon le point J qui a tout à fait au bout, point J qui est l'angle de la tour carrée. On voit vraiment comment l'extérieur du mur est bien tracé. C'est comme si on avait mis une ficelle, en fait, un fil sur 120 mètres, comme ça. Alors un fil sur 120 mètres pour tirer, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est quand même La logique. bien. Voilà. Donc, ce point J, il a une importance capitale. J'espère avoir pu le démontrer à travers la géométrie précédente. Donc là, maintenant, on va c'est voir vraiment le centre géométrique de tout ce groupe de points. Oui, de ce groupe. C'est ça. On va passer à l'image suivante. D'accord. Voilà. Donc maintenant, à l'image suivante, on repart du point J parce que je viens de montrer que c'était très important, ce point J. Et je vais jusqu'au point C, je tire une droite. Et ce que je vois, c'est que par rapport au nord, ça fait 24,42 degrés nord d'orientation. Hein, si je tire cette droite, JC, par rapport au nord, ça fait 24,42. Eh bien, en fait, il se trouve que ça, c'est l'angle d'un plan modulaire carré de 5 par 11, 5 unités par 11 unités. Et lorsqu'on mesure, on a d'un côté 119 mètres et la largeur fait 54,09 mètres. 119 mètres, c'est sur le côté 11 unités. Le nombre 11 revient. 54,09 est sur le côté 5 unités. Voilà, le 5 revient. Et ce que j'ai découvert et qui est tout à fait particulier, c'est que vous vous souvenez du positionnement, tu te souviens du positionnement absolu, là, 6542. On cherche à savoir concrètement 6542, d'où ça peut venir. En fait, au château des Alimes, on est plus au nord que le repère de nivellement. Le repère de nivellement, il est à 6542 km de l'équateur en projection plane. Oui. Le château des Alimes, lui, il est plus au nord. Il est à 6544,4 km au nord. Mais ce qu'il y a de très étrange là-dedans, c'est que 119, qui est verticale, cette distance de 119 qui est verticale, elle est la hauteur d'un plan modulaire carré de 5 par 11. Mais si j'utilise ces nombres, 119 fois 5 fois 11, je tombe sur 6545. 119 fois 5 fois 11. Or, le 119 est en mètres. Le 5 et le 11, c'est des nombres constitutifs du plan modulaire carré. Ce sont des nombres premiers. Et ça, c'est très important. Ce sont des nombres premiers. On a utilisé des nombres premiers permettant de marquer ici le plan modulaire carré avec le 119 comme le nombre 6545. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que, on ne peut pas l'avoir autrement. Je ne sais pas comment dire ça. 119 mètres, on le multiplie par le plan modulaire carré, qui n'a finalement rien à voir. Et on tombe sur 6545. Donc ça, c'est typiquement le raisonnement que pouvaient avoir les anciens. On voit que 6545 est très proche de 6544,4. C'est tout à fait ça. Oui. Et que donc ce nombre revient par la multiplication. Et que donc du coup, il y a une indication volontaire, parce qu'ils auraient pu mettre 6542 ou 6540, ou il aurait pu y avoir autre chose, ici, je ne sais pas. Mais là, en fait, on tombe exactement sur la valeur que ça prend. Alors, on va me dire, non, ça serait plutôt 6544. En effet, là, on est au 5e chiffre significatif quand même, là. Donc sur une carte à plat en plan, prenant comme référence l'équateur, une précision assez extraordinaire. Donc, du coup, on peut dire qu'Ambérieux, c'est 11 fois 5 fois 119 km à partir de cette vision-là du plan modulaire carré. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la distance de l'équateur, il y a la précision, il y a le quadrillage qui est 5 fois 11, donc 5 unités par 11 unités. Il y a le mètre, donc peut-être une unité de 2,2 ou 1,1 mètre. Oui. Et tout ça,
quand on assemble tout ça, mais ça devient quelque chose qui nous dit beaucoup de choses sur l'esprit de l'époque, sur ce qu'ils pouvaient faire. Ah oui. Ah oui. Ce qui est vraiment surprenant. Voilà. Moi, j'insiste vraiment sur ce schéma-là en nombre premier. C'est Quentin Leplat, d'ailleurs, il m'a dit attention, hein, c'est des nombres premiers. Donc là, c'est vraiment quelque chose. C'est un principe premier. C'est, comme je le disais tout à l'heure, comment dire, la sagesse selon les anciens. Hein. Vous pourrez me dire, oui, mais là, vous parlez que des latitudes depuis le début. Et c'est là où ça se déploie complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas convaincu par cette démonstration, ok, alors il n'y a pas de problème. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le 119, il est bien vertical, donc bien dans le sens des latitudes. Là, vous avez 54,09 dans le sens des longitudes. Voilà. Donc, l'hypothèse, quand on voit que le 119 aurait un lien avec la latitude, hein, je mets ça maintenant comme une hypothèse éventuellement pour ceux qui ne sont pas convaincus, mais là, je pense avoir fait la démonstration. Mais vraiment, Oui. je pense avoir démontré la chose. Hein. Oui. Eh bien, est-ce que la longitude ne serait pas marquée aussi là-dedans? Et donc, c'est ce qu'on va voir à la prochaine diapo. D'accord. Voilà. Alors, c'est assez éclatant. C'est que ce côté-là du 5 par 11 fait 54,09 mètres. Or, la longitude de la petite tour ronde, ici, à la petite tour ronde, fait 5,41 degrés est par rapport au méridien de Greenwich. Voilà. Donc, wow. Et là, c'est direct. Autant j'étais obligé de faire un travail assez long pour arriver jusqu'à la latitude, autant là, c'est direct. Pourtant, c'est le contraire. La latitude est plus facile à mesurer que la longitude. Voilà. Mais elle est exprimée. Ouais, mais elle est exprimée. Ce qui est marrant, c'est que la longitude est exprimée purement. Hein, et en mètres, hein, bien sûr, hein, avec le mètre, 54,09. Alors, je vais quand même donner 2 restrictions à ce que je dis. Parce que 54,1, en fait. Moi, je prends, donc j'identifie à 5,41 degrés est. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on pourrait me dire, oui, mais ça pourrait très bien être 54,1 degrés est. 54,1 degrés est, bah oui. Pourquoi je prendrais 5,41? Ça peut être 54,1 qui était voulu. Bah 54,1, ça tombe entre les Açores et les Caraïbes, en plein milieu de l'océan, par peut-être 3000 mètres de fond. Sauf que je rappelle que la démonstration, elle va avec le point J. Le point J est la référence. C'est comme si c'était un peu l'équateur. Au château des Alimes, c'est l'équateur du château des Alimes, en fait. C'est l'équateur du château des Alimes et la longitude aussi, c'est le départ des axes. Donc quand je pars du point J, eh bien, je vais bien à droite 54,09 mètres. Je vais bien à droite. Je vais bien à l'est. C'est bien 5,41 degrés est. Donc, comme pour les latitudes, je retrouve que le mètre est obligatoirement utilisé puisqu'on retrouve une correspondance de nombres qui structure l'univers entre le mètre et le degré décimal, que donc le degré décimal est probablement connu pour les mêmes raisons puisque le nombre a une importance, alors que les nombres décimaux, voilà, on sait que c'est venu après avec, je crois, c'est Simon Stévin vers 1567. Troisième chose, c'est quand même que si ce que je dis c'est OK, pour moi c'est OK, et je pense en avoir fait la démonstration, c'est que le méridien de Greenwich au XIVe siècle, là il est connu, simplement, avec le mètre. Hein. Bien sûr, hein, si je prends 54,09 et que je le mets en pied anglais, ça ne marche pas. Hein. Si je le mets en n'importe quelle autre unité, ça ne marche pas. Voilà, c'est en mètres que ça marche, hein, uniquement. Oui. Et tout marche en mètres. Donc là, j'élimine complètement le hasard de toute cette situation. Voilà. Oui. Donc le mètre existe, le méridien de Greenwich, pour moi, je démontre qu'il a existé au XIVe siècle. Degrés décimaux existe, projection conique conforme de Lambert existe. Et tout ça, on le voit notamment à travers le château des Alimes et sa relation à la tour de Saint-Denis, entre les deux. Donc il y a un axe. Donc l'idée, ça serait de s'intéresser à cet axe, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah oui. Qu'en dis-tu? Absolument, oui. Si tu as une image pour ça? Oui.
Alors, donc, ouais. Donc Alors, là, ici, ouais, qu'est-ce qu'on a? Je vois Château des Alimes et ouais, Tour Saint-Denis, donc c'est l'axe entre les deux. oui. Alors, donc là, on a un axe. Cet axe, ici, ce que j'ai pu observer avec les logiciels, c'est que quand je me mets au Château des Alimes un 1er février et que je regarde la Tour de Saint-Denis, au loin, derrière, va se coucher le soleil, va se poser le soleil. Donc, il y a cet alignement-là. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, simplement, ça tombe un 1er février. Alors, le 1er février, quand on s'intéresse un peu aux sciences anciennes, ça tombe exactement à l'occasion d'une fête celtique qui s'appelle Imbolc, qui tombe 40 jours après le solstice d'hiver. Voilà. Donc, Imbolc, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, étymologiquement, Imp, folk, les auteurs s'accordent à dire que c'est autour d'eux, de part et d'autre, la purification, le lavage. Voilà. Ça vient de la grande lustration, en fait. Hein. Folk, c'est la grande lustration. Je crois que ça vient d'irlandais, d'ailleurs. Alors, moi, je suis en Irlande et ici en Irlande, Imbolc, c'est férié déjà depuis quelques années. C'est la Sainte-Brigitte aussi et ça correspond à la déesse Bride. Voilà. Et donc, du coup, Imbolc, l'idée, donc, par rapport à tout ça, c'est que c'est la grande lustration, le lavage, la purification, et c'est un moment où le soleil y renaît. Voilà, il y a une renaissance du soleil vers le printemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de justifier que cet axe des châteaux est peut-être celtique, en fait, là, tout de suite. Parce que, certainement celtique, même d'ailleurs, je vais démontrer, enfin, j'estime apporter des éléments démontrant qui est celtique. Donc, on va passer à la suivante, à la diapo suivante. Ouais. Alors, le 1er Ouais. février, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais les cross-quarter days. Donc, si on a les solstices et les équinoxes qui divisent l'année en 4 parties, donc on a encore 4 fêtes supplémentaires qui divisent l'année en 8 parties. Quoi. Donc, ce serait une de ces 8 parties. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'ai pu voir chez l'auteur là, Howard Crowhurst, dans le calendrier celtique sur Epistemea TV, c'est qu'il traite des fêtes celtiques à travers le quadrilatère du Magno. Il y a un côté du quadrilatère qui correspond, je crois que c'est à Saint-Main, et de l'autre côté, ça correspond à Imbolc. On voit la flèche en vert à droite. C'est le coucher de soleil à Imbolc. Voilà, c'est ce qu'il a relaté, lui, c'est ce qu'il a trouvé, lui. C'est à proximité des alignements entre Kerlescan et Kermario. Voilà, c'est à Carnac. C'est vers le géant du Magno, un énorme menhir. Et donc, du coup, Howard Crowhurst révèle, mais moi, ça, j'avais déjà fait mon propre chemin de mon côté avec les châteaux. C'est-à-dire qu'après, j'ai cherché pour voir, je me suis dit, mais peut-être que Howard Crowhurst en a parlé dans une de ses conférences, donc j'ai regardé encore beaucoup de conférences, et effectivement, il en parle, et il trouve cet axe-là. Moi, j'ai regardé quand même, parce qu'il y a quelque chose qui m'intriguait, c'est justement quel pouvait être l'azimut de cet alignement vers le coucher de soleil à Imbolc. Et je trouve 243 degrés nord, très précisément. Ça m'a tout de suite parlé, parce que du coup, en Berrieux, on trouve 24,3. On va passer à la diapo suivante pour le voir. Oui. Alors 243, déjà, c'est un chiffre très intéressant. Voilà. Donc moi, mon alignement, l'alignement que les anciens ont bien voulu nous transmettre, excusez-moi, vous voyez, je me suis approprié le... C'est le tien. C'est très moderne ce que je viens de faire, hein. C'est comme ma piscine ou mon jardin, quoi. Eh bien, ce qu'ils ont voulu nous transmettre, là, c'est aussi cet angle par rapport à l'Est, 24,3. Donc, 24, la suite 2, 4, 3 a une importance vis-à-vis d'un coucher de soleil à Imbolc. Je suis ferme et définitif, c'est sûr. D'accord ? D'autant qu'on voit que de l'autre côté, on a 65,7 et que ça forme le 6542, le fameux 6542, qui lui aussi est important pour d'autres raisons. Et du coup, ce que Quentin Leplat m'a fait remarquer, parce qu'il l'a vu dans Ardéenne, arpenteur de l'Ancien Monde, avec ces quatre dolmens qui sont alignés, il m'a fait remarquer qu'on avait une décomposition
de la géométrie qui correspondait à la décomposition du temps dans la saison. Alors, je m'explique. Si on regarde la tour ronde, donc on a la valeur Y, vous voyez, tu vois, de la tour ronde jusqu'à la tour carrée, et on a la valeur X, comme ça. Si on fait Y sur X, eh bien, on va avoir un rapport de 0,45. Mais si on regarde, donc ça c'est notre axe de 24,3 en fait, tout simplement. Si on regarde le coucher de soleil un 1er février, eh bien, c'est 40 jours depuis le solstice d'hiver, et il y a 89 jours en hiver. Ça donne 0,45 aussi. Donc ça, c'est quelque chose m'a fait remarquer Quentin Leplat, et j'avais pas vu ça du tout sous cet angle-là, c'est le cas de le dire avant. Mais maintenant, je fais toujours cet essai-là, et je me suis aperçu que ça marche. Donc j'ai retrouvé ça en Berrieux, sur un solstice d'été, par exemple. Donc déjà, c'est incroyable d'avoir ces correspondances, mais en plus de les trouver dans des parties du monde. Bon, c'est pas si loin que ça, mais quand même des parties du monde différentes, donc des latitudes différentes, mais aussi à des époques si différentes. Voilà. Voilà, alors ce que tu dis, c'est important. J'ai oublié de conclure là-dessus aussi pour la partie cartographie. C'est-à-dire que en cartographie, tu imagines bien, Mélissa, que ce que j'ai découvert à Ambérieux, je l'ai cherché sur d'autres châteaux en France. Bah oui. Et je l'ai trouvé, et pas qu'une fois. Ah bon? Parce que ça, j'allais te demander, mais je ne veux pas te pressionner trop, mais bon, si tu peux faire tous les châteaux. Alors, je ne dis pas que ça marche sur tous les châteaux. Non, mais bien sûr que non. Mais par contre, moi, le premier château, en fait, quand j'ai découvert ça, j'avais d'autres châteaux en France sur lesquels j'avais remarqué qu'il y avait des choses en lien certainement avec Ambérieux. Enfin, qu'il y avait des liens, je sais pas, je trouvais ça bizarre au niveau des nombres, ça renvoyait des nombres, quoi, vraiment, notamment un château. Et donc, quand j'ai fait ça, j'ai tout de suite regardé l'autre château. Et effectivement, mais tout de suite, je suis tombé, mais très précisément aussi, sur de la cartographie lombaire en mètres, en kilomètres. Donc voilà, vraiment. Et puis donc là, j'ai 3 sites comme ça en plus, donc pour lesquels il faut que je fasse tout ce travail-là aussi. Mais Ambérieux a tellement à me révéler avant encore que j'ai encore du travail à faire ici pour pouvoir reproduire ce travail. Et j'aimerais pouvoir le reproduire en Angleterre, en Italie aussi, et voilà, dans d'autres pays. Donc ce serait un système que tu as trouvé. Oui. J'encourage les gens à regarder, à rester ouverts. Faut peut-être pas toujours faire exactement ce que je fais. Par contre, pour la cartographie Lambert en France, vous pouvez y aller franco et essayer ce que j'ai fait. Ça marchera peut-être pas forcément, mais il y a des chances que vous trouviez 2 châteaux comme ça, paf, qui se retrouvent en distance en cartographie Lambert directement. Donc, si vous voulez chercher, par exemple, chez moi, si moi je suis en Irlande, peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être. Donc, si je voulais chercher, par exemple, je choisis un château, une tour, je regarde voir l'axe. Qu'est-ce que tu proposerais aussi qu'on fasse? Si tu ressens, si tu vois qu'il y a quelque chose, eh bien dans ces cas-là, tu peux essayer dans ce sens-là. Mais ce n'est pas forcément tous les châteaux. D'autres châteaux te montreront peut-être d'autres choses. Oui. Il est là le truc. C'est que moi, ce que j'ai trouvé, ça doit marcher pour pas mal d'endroits en France, mais qu'il y a aussi d'autres châteaux qui doivent nous montrer d'autres choses, qui doivent nous apprendre d'autres choses. Parce que la sagesse, c'est pas juste de savoir un truc, de le dupliquer partout. La sagesse, c'est d'essayer d'être au maximum exhaustif et d'englober tout. Donc la sagesse, ça serait, je viens en Berrieux, je sais que c'est 6542, comme une carte à l'échelle 1, que j'ai pas besoin de prendre dans ma poche. Les initiés, ils vont dire, tiens, il y a un nouveau qui vient d'arriver, explique-lui 6542. Donc on lui dit 6542 depuis la tour de Saint-Denis, il regarde, ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est la carte, 6542, c'est le nombre, c'est la carte. Voilà, tu vois. Donc c'est le truc du coin. Mais parce que les anciens, ils ont remarqué ce truc-là à cet endroit-là, qui existe aussi à d'autres endroits. Oui. Mais il y a d'autres choses qui existent à d'autres endroits. Il n'y a pas que mon délire à moi là. Non, mais ce que tu as trouvé fait partie peut-être d'un système qu'on pourra trouver autre part, peut-être dans d'autres pays, à des latitudes différentes, des longitudes différentes, bien sûr. Et ce serait vraiment intéressant de voir
quels sont les monuments qui répondent à cette logique et où elles sont situées et de quelle époque elles sont, tout ça. Oui, Donc, tout à fait. en fait, c'est le début de quelque chose de très excitant. Oui, exactement. Oui, oui. Donc voilà, moi j'ai déjà trouvé 3 sites. J'encourage les gens à regarder en France en tout cas. Si tu es en Irlande, il faudrait que tu t'intéresses à la projection irlandaise plane Oui, pour voir. Ça pourrait être intéressant parce que en fonction de la projection irlandaise, tu regardes la référence. Où est la référence? Qu'est-ce qui fait référence? Voilà. Mais oui, oui, ça c'est quelque chose qu'il faudra certainement faire dupliquer. oui, ce Donc serait vraiment intéressant de voir aussi ce que d'autres trouvent. oui, Ouais. voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc effectivement, là, ça, ce que j'ai déployé là, effectivement, et c'est ce que tu disais, c'est pour ça qu'on a digressé un petit peu, c'est que ce que je trouve là, Quentin Leplat m'en a fait part, j'ai essayé, enfin c'est lui qui a essayé, il m'a dit regarde, parce que là, il y a un truc, et effectivement, il y avait un truc. Il a dupliqué lui-même un modèle, voilà. Moi-même, j'ai dupliqué le modèle du plan modulaire carré, je l'ai dupliqué de ce que j'avais vu chez Howard Cross et Quentin Leplat, j'ai dupliqué ça, et ça marche, il est là, hein, l'idée. Et c'est pour ça que j'appelle ça bien une science, mais ce n'est pas la science moderne, c'est la science ancienne. Et donc, Voilà. du coup, si je suis en mesure de me saisir des éléments de la science ancienne et de le dupliquer, mais avec un objectif, tu vois bien, la cartographie, c'est assez inédit quand même, cette cartographie-là. Hein. C'est pas quelque chose, j'ai pas trouvé qui que ce soit ou quoi que ce soit qui indiquait ça. Ça amène aussi, en appliquant ce que j'ai pu apprendre avec les plans modulaires carrés ou la géométrie, en l'appliquant ici, me donne quelque chose quand même de très rigoureux sur les latitudes et les longitudes. C'est un modèle qui est duplicable, simplement qu'il faut être suffisamment ouvert à l'astronomie, notamment au temps, au calendrier, pour pouvoir savoir quel est le truc du coin, c'est quoi son identité. C'est un peu comme si je suis à l'affût par exemple, je me mets dans un champ et je me dis, je vais rester toute la journée, je vais regarder tous les animaux qu'il y a. Et je vais y venir tous les ans pendant 360 jours. Eh bien, chacun va avoir son identité. Chaque individu va avoir son identité. Eh bien, si on fait ça, avec chaque lieu et chaque château, bah, c'est pareil. C'est vraiment la meilleure. Voilà. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la nature du vivant que l'homme a ordonné sous forme de château, mais pour le Ouais. poser, pour pas que ça disparaisse. Ouais. Ouais. Et, Et, oui. et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'ont trouvé, par exemple, Quentin, Howard, Richard Heath et Robin Heath aussi, c'est qu'il y a des latitudes qui ont des correspondances géométriques qui sont uniques. D'autres aussi, par exemple, à Stonehenge, en Angleterre, à cette latitude en particulier, il y a ceci, cela qui se passe avec une certaine géométrie en fonction du soleil, mais que à cette latitude-là, en Bretagne, etc., etc. Donc, ce serait intéressant de voir aussi à quel point les constructeurs de châteaux se seraient servis de ça, Oui. si c'est systématique, je veux dire, la même méthode ou plus ou moins pour les châteaux de l'époque, ou si ils prennent en compte quelque chose de la latitude en particulier, donc du comportement du soleil observé, par exemple, ou de la lune. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'ils ont trouvé, là, tous les autres chercheurs, sur la latitude de la Grande Pyramide, toutes les latitudes, montrent qu'il y a eu une recherche de quantifier les dimensions du cosmos, de leur univers, et de le plaquer dans les structures. Ah oui, 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 oui. Voilà. Et moi, en utilisant cette idée-là, effectivement, là, oui. Et Ouais. on va maintenant voir quelque chose d'intéressant aussi, c'est la partie mythologique. Hein. Ah oui, donc je change la diapo. Ouais, tu peux passer à la diapo suivante. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Imbolc, c'est la purification, qu'on peut purifier par le feu ou par l'eau comme élément. Ça, c'est du savoir grec. Or, il se trouve que à Imbolc, quand on regarde la tour de Saint-Denis, au fond, eh bien, il y a le soleil qui vient se coucher. Mais il se couche où le soleil? Il se couche à Lyon. Or, Lyon, voilà, Lyon, l'emblème, c'est le lion, symbole du soleil. Et Lyon, c'est aussi la forteresse de Lugh, le dieu soleil. Donc ça, c'est assez intéressant.
C'est-à-dire que le soleil vient se poser là, sur la forteresse du dieu soleil, hein, et bien, Saint-Denis en Bugey. C'est-à-dire que c'est aligné avec Saint-Denis, la tour de Saint-Denis. En fait, le village de Saint-Denis en Bugey, au moment où il est construit, il n'existe pas. Au moment où le château est construit, il n'existe pas. Par contre, la montagne s'appelle le Mont Saint-Denis. Déjà. Oui, le Mont Saint-Denis. Déjà. C'est-à-dire quand le château est construit, il n'y a pas le village en bas, mais il y a le Mont Saint-Denis. La tour est construite sur le Mont Saint-Denis. Et du coup, il se trouve que j'ai fait des petites recherches quand même, parce que là, tu m'as aiguillé là-dessus, et tout à fait à juste titre, je te remercie. C'est par rapport à Saint-Denis, qu'est-ce qu'il était? Donc Saint-Denis, ça a été un martyr chrétien à qui on a coupé la tête, hein, et qui aurait finalement, qui se serait remis sur ses pieds, aurait pris sa tête et serait parti à la basilique de Saint-Denis. Voilà. Enfin pas à la basilique à l'époque, donc à Saint-Denis, et il a été enterré là-bas. Voilà, ça c'est la légende, hein, c'est ce qui est dit. C'est tout à fait intéressant, cette question de mort et de renaissance. Parce que à Imbolc, à Imbolc, le soleil regagne sur la partie sombre de l'année. Il y a comme la mort de l'hiver et la venue du printemps. On se purifie pour laisser de côté toutes les choses néfastes du passé. Et les rois de France, eux-mêmes, hein, qui avaient quand même dans le symbole, qui avaient un symbole solaire, hein, ils utilisaient l'oriflamme de Saint-Denis, hein, avec du jaune à l'intérieur, symbolisant le soleil. Saint-Denis est vraiment lié au soleil, directement. Et il se trouve que ce week-end, il y avait une mise en valeur de mon village de Saint-Denis, parce que j'habite à Saint-Denis. J'habite à Saint-Denis. Tu habites à Saint-Denis? À plein centre. Plein centre. Et du coup, je suis allé à l'église. Et là, je me suis dit, mais comment je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce qu'il y a dans l'église un vitrail de Saint-Denis, avec sa tête sous le bras, comme il se doit, comme ça. Et en bas, il y a marqué Dionysos. Et j'y avais pas pensé avant, à l'héritage grec. Et Dionysos, alors, dans la mythologie classique, Dionysos, il n'y a pas de lien réel avec le soleil. Mais dans la partie plus philosophique, religieuse et philosophique du mythe de Dionysos, des mythes qui sont allés avec Dionysos, il y a clairement cette idée de mort et de renaissance du soleil. Il a une vraie partie solaire, notamment dans le néoplatonisme qu'il y avait à l'époque de Boès, par exemple, donc vers 500 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dionysos répand le soleil sur la nature pour faire vivre la nature et rayonner, donc donner la force vitale à la nature. Voilà. Il se trouve que traditionnellement, effectivement, sur le mont Saint-Denis, mais comme dans beaucoup d'endroits, mais là, il y avait des vignes il y a longtemps. Voilà. Alors oui, alors j'allais te demander pour le vin. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si au XIIIe, ça c'est je vais essayer de chercher ça, mais si au XIIIe siècle, au XIVe siècle, il y avait bien des vignes. Et je pense qu'il y avait des vignes à cet endroit-là. Voilà, je pense. Hein. Mais bon, à vérifier. Voilà. Donc, simplement, Dionysos, notamment à Delphes, Delphes est une ville grecque hein, où il y a eu un certain nombre de péripéties mythologiques. Voilà. Eh bien, Dionysos, il est considéré comme enterré à côté du feu vital, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment un lien avec ça. La mort du soleil et vers un nouveau soleil. Chez les Grecs, pas dans la mythologie classique, mais plus tardive, eh bien, on a Dionysos, parce que le dieu qui est vraiment solaire dans la Grèce, c'était Apollon. Apollon, qui est un petit peu l'opposé de Dionysos, mais en fait, ils ont beaucoup en commun. C'est ça. Il y a une opposition entre Dionysos et Apollon, et il y en a certains qui l'ont considéré, je crois à Delphes notamment, Apollon le dieu solaire de l'été et Dionysos le dieu solaire de l'hiver. Voilà. Ça, c'est un petit peu le truc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a couru chez les anciens. Donc, simplement, tout ça pour dire que
cet axe-là est solaire à plusieurs titres, à 3 titres différents. Ah ouais, ça devient encore plus intéressant. Mais oui, mais complètement. Il y a tellement de choses qui se passent maintenant. Tu as l'axe, tu as un Paul, tu as la Saint-Denis, tu as Dionysos. C'est grâce à toi, parce que moi j'étais resté à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est l'oriflamme des rois de France, voilà, c'est solaire, et puis je passe à la suite. Mais en fait, c'est même plus précis que ça. Saint-Denis, plus on creuse, plus ça devient mystérieux. Ah oui, Saint-Denis, il meurt et il renaît en marchant avec sa tête sous le coude, reprenant les codes de la Grèce que la Grèce avait, voilà, et traduisant certainement les saisons celtes. Alors, on va passer aux diapositives. C'est bizarre quand même. Hein. Parce que moi, depuis que je t'ai parlé aussi, j'ai pensé aussi à Saint-Denis et ce lien solaire qu'il avait, mais aussi j'ai pensé qu'il y a aussi d'autres saints qui ont la même histoire, qui sont... ils se font couper la tête et après ils reprennent leur tête. Ils ne marchent pas forcément, mais il y a plusieurs saints comme ça. Il y a aussi des personnages mythiques comme le Chevalier Vert. Et d'autres aussi, comment il s'appelle dans les légendes du Pays de Galles, Bran. Donc Bran se coupait la tête. Donc il ne marche pas avec la tête sous le bras, mais sa tête découpée, elle continue à vivre, quoi, et elle parle à ses compagnons pendant une dizaine d'années encore après. Donc il y a beaucoup de choses qui nous mènent à penser que peut-être qu'il y a une tradition très très ancienne ici. Oui, tout à fait. Je passe à Vénus ? Pardon ? Alors, on va pouvoir passer à la suite, oui, puisque là, on a vu, donc, c'est Dionysos, un dieu grec, mais il y a quand même quelque chose qui est frappant aussi, c'est ce diamètre de 12,1. Parce que, ce diamètre de 12,1, on se rappelle qu'il y a une planète, Vénus, qui fait 12 100 km de diamètre. 12 103,6. Mais bon, moi, au début, je voyais plutôt le carré de 11, comme 12,1 comme le carré de 11, et ça me convenait très bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Vénus fait 12 100. Et c'est quand j'ai vu les longitudes à 54,1, j'ai multiplié par 2, et je me suis dit, mais attends, c'est le demi-grand axe, et je suis allé vérifier, et effectivement, le demi-grand axe fait 108 200 000 km. Vénus tourne autour du Soleil, en moyenne, à 108 200 000 km du Soleil. Eh bien, nous, on est 2 fois, donc, cette suite numérique-là, et elle est proche, jusqu'à 6 chiffres significatifs quand même. Il faut aller chercher le 6e chiffre significatif, et il n'y a qu'un digit d'écart, hein, c'est le 7 à la place du 6, là. Ouais. C'est assez extraordinaire, la précision, là. Alors, bon, c'est troublant. C'est troublant parce que si j'avais eu que 12,1, si tu veux, j'aurais pas scotché. Mais là, avec les deux, j'ai scotché. Que vient faire Vénus aussi précisément ici ? Je te propose qu'on regarde la suite. Ouais. Alors, encore une découverte très, très surprenante. Voilà. Donc, la suite, c'est que j'ai cherché à recoordonner tout ça, à en faire une équation liant la Terre et le ciel. Eh bien, si je fais 5,41,0465 fois 12,1, je tombe à 6,546,7. Or, je rappelle qu'on est à 6544,4 km de la référence. Donc, on est très proche de cette valeur cible-là, ici, très très proche de 6546. Et que donc, si on regarde au-dessus de l'équation, 5,41, c'est comme la longitude vraie terrestre qui marque le temps, qui passe, puisque la longitude marque le temps. 12,1, c'est 2 fois 6,05, marquant le 6 et le 5, que l'on a pu voir plusieurs fois. Et 6546, donc c'est la latitude en Lambert, en projection Lambert, à l'endroit du château des Alignes. Mais si maintenant je prends la part ciel, eh bien 5,41, c'est le quart du grand axe Vénus-Soleil, on pourrait dire ça comme ça. 12,1, c'est le diamètre de Vénus. Et regarde bien, parce que là, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi et qu'il faut que j'arrive à m'habituer parce que c'est pas évident. C'est que 6546, c'est une mise en produit de 2 paramètres complémentaires. C'est-à-dire que les 2 paramètres principaux, pour moi, c'est le diamètre de Vénus et la distance Vénus-Soleil. Mais si je veux chercher les paramètres plus importants après,
Eh bien, c'est la période synodique de Vénus et la période de révolution de Vénus. Alors, la période de... Tu vois, donc, si on veut décrire Vénus, en fait, on les décrit avec cela. Vraiment. Alors, juste pour expliquer ce que c'est, la période de révolution de Vénus, c'est 224 jours,6. Hein, c'est pas exact, mais ça marche sur mes 3 chiffres significatifs, ça marche. Donc c'est la période de révolution de Vénus, donc autour du Soleil. Vénus met 224,66 jours terrestres à tourner autour du Soleil. Période synodique, Vénus met 584 jours exactement à revenir à la même position, configuration Terre, Soleil, Vénus. Voilà. Donc, si je veux décrire la planète Vénus, je ne peux pas. C'est les paramètres les plus importants et je les trouve. Et je les ai. Ouais. Ça, c'est ce que je veux dire. Deuxième chose que je veux dire, pourquoi c'est Vénus? Tu as encore des choses à dire? Parce que c'est quand même époustouflant. Ouais, c'est vraiment harmonieux, là. Tu vois, je parle. Vas-y, je ne voulais pas t'interrompre. C'est vraiment beau. Donc, en fait, Vénus, c'est la seule planète dans le système solaire, je dis bien la seule, qui a 2 paramètres parfaits. C'est une planète parfaite. Elle est parfaite. Elle représente la perfection parce que le diamètre de Vénus, c'est le même à l'équateur qu'au pôle. Elle est ronde, elle est sphérique, Vénus. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, Vénus, c'est celle qui tourne le plus de manière circulaire de tout le système solaire. C'est-à-dire qu'elle a un écart, c'est vraiment faible. Hein. On tourne entre 107 800 000 et 108 400 000. C'est vraiment très ramassé. Elle fait vraiment presque un cercle, en fait, hein, Vénus. C'est vraiment une planète parfaite. Elle n'a pas une ellipse. D'abord, c'est pas très elliptique. Et en plus, c'est pas très décalé. Donc, elle n'a pas tendance à se décaler par rapport à son centre de rotation, comme la Terre, elle pourrait faire. C'est peut-être pour ça que Vénus est la déesse de la beauté, peut-être. Voilà, il doit y avoir quelque chose à associer de cette manière-là. Voilà. Donc, la tour ronde, pour moi, il n'y a aucun doute. Elle est là pour ça. Comment ont-ils fait pour mesurer tout ça, Mélissa? Tu as une idée, toi? Comment ils ont fait pour mesurer le diamètre, le demi-grand axe Je crois que ça, c'est pour une autre conversation. Je sais qu'ils l'ont fait parce que je sais que, par exemple, le 1000 anglais, il y en a 2160 exactement dans le diamètre de la Lune et il y en a 864 000 exactement dans le diamètre du Soleil. Et le 1000, c'est très, très ancien. Donc, je sais qu'ils l'ont fait et je sais par le travail d'autres chercheurs indépendants qu'ils ont fait des connexions très, très surprenantes qui ne peuvent pas vraiment être expliquées comme ça. Oh, c'était un hasard, comme ça. Donc, je me doute bien qu'il y avait quelque chose. Bailly aussi, quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Sylvain Bailly, écrivain du 18e, a trouvé que l'astronomie ancienne était forcément plus sophistiquée qu'on ne le pense d'habitude. Il disait ça il y a longtemps. Donc, je ne pense pas que ce soit impossible du tout. Mais comment ils l'ont fait, je ne sais pas. Voilà. Donc, comment, de toute façon, on n'a aucun document, on n'a rien qui nous permette de dire comment, puisqu'on n'a pas retrouvé là de machine, à part, il y a eu la machine d'Anticythère, par exemple. Hein, donc, on sait que les engrenages étaient déjà connus à l'époque du Christ. Hein, voilà. Là, donc au XIVe, c'est vraiment le siècle de l'horlogerie. Qu'ils aient pu utiliser des engrenages notamment pour faire des mesures angulaires avec des grosses démultiplications pour mesurer des minutes d'angle, ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Hein. Mais comment mesurer le diamètre de Vénus et son demi-grand axe? C'est un mystère, mais on va passer à la diapo suivante pour montrer. Ça, on peut y réfléchir encore. Attends 2 secondes. Où est-ce qu'on en est C'est laquelle la diapo suivante? C'est Vénus. Ah non, c'est Vénus. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas comment. Par contre, comment ils ont pu faire tout ça? Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai encadré 1275 et 1283 comme les transits de Vénus
parce que des transits peuvent servir à mesurer la planète Vénus, sa distance par rapport au Soleil notamment, ou sa taille. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, c'est pas si facile que ça dans une existence d'observer un transit de Vénus, parce qu'il y a des cycles compliqués. Il y a 243 ans, un grand cycle de 243 ans. Il y a des cycles moyens là, de 120 ou 113 ans et des cycles de 8 ans. Donc là, il y a eu un cycle de 8 ans ici où eh bien, il se trouve qu'il y a un dauphin, le dauphin Humbert Ier, qui a pu voir 2 fois, vers 40 ans à peu près, dans la pleine force de l'âge, qui a pu voir des transits de Vénus, qui aurait pu voir des transits de Vénus s'il les avait vus. Parce que tous ceux qui sont en noir, là, tous les dauphins qui sont en noir, les dauphins, c'est les comtes, c'est les princes du Dauphiné. C'était les rois du Dauphiné, quoi, en fait. C'était vraiment... voilà. Eh bien, à part ceux qui sont en rouge au début et à la fin, qui ont pu voir une fois dans la pleine force de l'âge, il n'y a que le dauphin Humbert Ier qui a pu le voir 2 fois. Et ça tombe en 1307, à l'époque de la construction du château. Le château, il s'est construit en 1312, et lui, il est mort en 1307. Voilà. En tout cas, c'est tout à fait contemporain. Le château des Alimes est tout à fait contemporain à un souverain qui a pu voir le phénomène, qui aurait pu voir le phénomène 2 fois. Voilà ce que je voulais souligner là. On va passer à D Vénus. Voilà. Et donc, on a vu qu'il y avait le Soleil dans l'axe d'Imbolc avec les 2 châteaux. Mais il y a aussi l'eau. Donc, parce que j'ai dit qu'il y avait la purification par l'eau et par le feu. Ben là, on va avoir aussi l'eau, en fait, qui va intervenir. Et donc, Imbolc, c'est le renouveau du cycle de la vie, de la fertilité, le moment où la lumière augmente réellement beaucoup aussi. On va passer... ah bah tiens, là, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Alors, on va le faire à l'oral comme ça. L'eau, il faut comprendre une chose, c'est qu'il tombe des trompes d'eau, vraiment, depuis 1300, il fait froid, il tombe des trompes d'eau ici. Donc, littéralement, en février, en 1er février, par exemple, vous avez la neige qui descend du plateau, là, et qui va venir faire ruisseler tout ça. Et si en plus il pleut comme au petit âge glaciaire, donc vers 1312, eh bien, il faut se dire que le château des Alimes et la tour de Saint-Denis émergent littéralement de marécages, d'étangs de partout. Voilà, c'est vraiment l'eau. Comme des îles. Ah oui, oui, complètement. Et ça, en gros, de février à mai, ça doit être vraiment noyé d'eau de partout. Et après, ça devait se calmer parce qu'après, ils faisaient la guerre. Après, voilà, quand ils faisaient la guerre, plus souvent, c'était entre mai et octobre. Le plus souvent. Ça, il faudra que je fasse une étude aussi pour voir quand est-ce qu'ils faisaient la guerre exactement tout le temps. Là. Ils arrêtaient en hiver. Ah bah, là c'était de l'eau de partout. Donc, il fallait qu'ils passent par la montagne. De toute façon, s'ils voulaient être hors d'eau, il fallait qu'ils passent par la montagne, à mon avis, à cette époque. Oui. Voilà. Donc, l'axe Ambérieu, Saint-Denis coupe d'abord l'Albarine comme rivière à Ambérieu. Ensuite, il y a le Buisin, qui est un petit cours d'eau qu'ils ont relevé vers le nord de 3 km pour venir juste passer, couper, et puis pour faire redescendre vers le sud. Ça, c'est assez marrant. Et ensuite, donc, ça longe le Rhône, ça coupe la rivière d'Ain, ça longe le Rhône, ça coupe la Saône, voilà, à Lyon. Donc ça, c'est important, cette histoire de l'eau et du feu comme élément pris avec Vénus, dont certaines traditions parlent que Vénus avait comme élément la terre et l'air. Donc à Imbolc, si tu mets la terre, l'air, l'eau et le feu ensemble, tu rassembles tous les éléments pour faire repartir la vie, tu mets toutes les chances de ton côté pour que la nature, elle reparte. On va passer à l'image suivante. Vénus, elle a un rôle, on le sait, par exemple, chez les Romains. Les Romains, les déesses s'appelaient Vénus, et étaient associées à la planète qui s'appelait Lucifer et Vesper, suivant qu'elle était le matin ou le soir. Donc, il y a un lien avec les déesses. Je me suis intéressé aux déesses, notamment pour voir si la déesse Bride, la déesse anglaise qui est fêtée à Imbolc, notamment, si elle n'aurait pas quelque chose à voir avec Vénus. On retrouve Vénus et de manière formelle, comme planète de la grande déesse Inanna des Sumériens, moins 4000. Mais aussi chez Ishtar, chez les Akkadiens babyloniens. Voilà. C'est fertilité, amour, protection et guerre. Le plus souvent, c'est ça.
Et on voit que Brigide, protection, guerre, art, science, médecine, fertilité. La déesse terre-mère. Voilà. Donc, on va essayer de voir maintenant chez les Égyptiens ce que ça donne. Donc, diapo suivante. Ouais, on pourrait dire aussi le chiffre 8 associé à Vénus, c'est la division en 8 parties aussi de l'année, peut-être. Oui, oui, peut-être. Parce que Vénus est associée au chiffre 8. Oui, et Ishtar aussi. D'accord. D'accord. Ah ouais, merci. Un tips. Donc, on regarde maintenant chez les Égyptiens, évidemment. Donc, alors là qu'on comprenne bien, Hathor et Isis ne sont pas attestés avoir été associés à Vénus chez les Égyptiens de leur époque, en moins 2600 ou en moins 2000. Par contre, de ce que disent les Grecs des Égyptiens, eh bien, c'est que pour les Grecs, il ne fait aucun doute que Hathor s'était associé à Vénus et Isis à Vénus. Voilà, c'est les Grecs qui en parlent, notamment Hérodote, là, je vois. Voilà. Donc, c'est ça que je veux souligner. C'est que les Grecs, pour eux, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Ah, peut-être pas. Si, non. Comment elle s'appelle? Alors, attends une seconde. C'est. Voilà. Voilà, là, tu dois la voir. Oui. Voilà. Donc, maintenant, chez les Grecs, là, c'est pur et simple. C'est Aphrodite, la déesse de l'amour et de la procréation. C'est aussi la déesse de la guerre en Laconie. Et ben, c'est la planète Vénus qui est associée directement à Isis. Donc là, voilà, c'est sûr. Bon, je ne fais pas chez les Romains. Chez les Romains, Vénus est Vénus. Simplement, elle change de statut, en fait, en fonction des empereurs. Voilà. Auguste, tout d'un coup, il a décidé que ça allait être la déesse protectrice de l'Empire. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pour ça que la mythologie, elle change en fonction des lieux, des temps. C'est qu'il y a des gens de pouvoir qui vont pouvoir faire dire ce qu'ils veulent pour associer à. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pour ça aussi que la mythologie, c'est complexe, voire même des fois compliqué à appréhender. Qu'est-ce qu'on pourrait dire donc ça, on en a déjà parlé. Voilà. Et donc maintenant, je voulais voir si j'avais pas moyen de retrouver Vénus d'une autre manière encore sur un axe Imbolc. Et là, tu vas voir que c'est assez saisissant. On va ouvrir à Vénus d'Endera. Il se trouve que y a un zodiaque à Dendera dans le temple d'Hathor, voilà, à Dendera. Donc Hathor, dont on dit que les Grecs ont dit qu'elle était associée à la planète Vénus. Dans ce temple, au plafond, là, dans la chapelle osirienne, il y avait, puisque maintenant c'est au Louvre, mais il y a un zodiaque donc, qui décompose en 12 le cadran. Ce zodiaque, on reconnaît très bien les poissons, par exemple, à droite. Qu'est-ce qu'on reconnaît? Le lion. On voit le lion, voilà. Donc ça, c'est en rouge, c'est les constellations. C'est pas les constellations, oui, c'est les signes du zodiaque. Scorpion, voilà. Sagittaire en haut. Ouais. Et on voit aussi, on a les planètes. On a Vénus, Mars, Saturne, Mercure et Jupiter. Et donc, du coup, j'ai fait une petite étude, j'ai regardé ce qu'avaient dit d'autres auteurs sur ce plafond de Dendera, et j'ai simplement pris le centre ici et j'ai tracé en passant par Vénus pour taper dans la vache avec les cornes et le soleil. Alors la vache avec les cornes et le soleil, ça c'est Hathor. Voilà. Et donc on tape dans Hathor en passant par là et en passant par Vénus. On associe avec ce trait Vénus et Hathor. On fait un lien Hathor et Vénus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On fait un lien. Je ne sais pas de quelle nature il est encore, mais on va vite le voir. Et là, on a les poissons, et là, on a le Verseau. Donc les poissons, vous les voyez. Donc Vénus, elle est entre les poissons et le Verseau. Vous voyez, le Verseau, il a deux verres comme ça, là, et puis il y a de l'eau qui jaillit, comme ça. De l'eau qui jaillit, qui coule. Et les poissons, ça vient de l'eau aussi. L'eau encore, oui. Ouais, il y a beaucoup d'eau en ciel, zodiaque. Ouais. Voilà, l'eau encore, Vénus. Or, il se trouve que la vache, elle est dans le deuxième décan du Verseau.
et que Imbolc tombe le 10e jour du premier décan, le dernier jour du premier décan, à la limite au deuxième décan en fait. Limite premier décan, deuxième décan du Verseau, Imbolc. Donc l'axe Imbolc de Saint-Denis, ici, il est très en lien, enfin en tout cas il est très cohérent avec ce qu'ont fait les Égyptiens. Donc ce zodiaque, il a été construit vers 50 avant Jésus-Christ. Hein. Ça date de 50. Donc c'est l'époque helléniste de l'Égypte. Donc il y a des apports grecs là qui sont énormes. Et du coup, l'axe Imbolc ici, on a comme l'impression qu'il est marqué par le lien Vénus-Hathor dans la déesse pour la renaissance du cycle des saisons, entre deux signes d'eau, le Verseau et les Poissons. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et on pourrait se demander un petit peu ce que ça vient faire là, mais finalement, c'est logique. Hein. Moi, je l'ai trouvé dans les châteaux. Or, les Celtes, on sait, par Posidonios, un grec, qui a pu expliquer, je crois, au 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ, qu'ils avaient des échanges avec les Celtes. Énormément d'échanges avec les Celtes. Voilà. Et que Ambérieu, c'est tout à fait à proximité de la vallée du Rhône, sans possibilité, et que Marseille, c'était grec. Voilà. Donc les échanges de la Grèce vers la Gaule celtique a eu lieu, d'autant plus que les Celtes, les druides allaient se former à Marseille sur des questions politiques, philosophiques auprès des Grecs, et inversement. Et inversement, oui. Oui. Donc ça, on en est sûr. Hein. Et que donc tout ça, ça a traversé les âges au travers de mon alignement, enfin de l'alignement Tour de Saint-Denis et Alim, qui lui-même est certainement antérieur au château du XIVe siècle. C'est certainement un axe et des points qui ont été positionnés avant le château, avant les châteaux, notamment à l'époque celte. Et donc, du coup, Vénus, elle sort de l'eau. Voilà. Dans le jeu de tarot, on retrouve aussi Vénus qui sort de l'eau. Là, j'ai regardé ta conférence avec ton interview de Simon Ferrandou, et lui-même le dit. Moi, je ne savais pas hein, que dans le tarot, il y avait Vénus, et puis elle sort de l'eau, là. Hein. Voilà. Eh bien, on retrouve ça dans le jeu de tarot. C'est comme ça qu'elle est née. Ouais. Jeu de tarot dont il dit qu'il a été. Les premières versions, c'est vers 1430, quelque chose comme ça. Donc, 100 ans après, moi, ce que j'ai au niveau des châteaux. Hein, le jeu de tarot, c'était je crois en italien, c'est ce qu'il disait. Oui, pendant la Renaissance, oui. Ouais. Voilà. Et donc, cette déesse qui sort de l'eau, c'est ça en fait, c'est une déesse qui sort de l'eau. L'eau, elle a des cycles, les cycles des marées. Qui dépendent de la Lune. Et elle sort de l'eau vers le Soleil, qui a des cycles entre solstice d'été, solstice d'hiver. Le Soleil va marquer des points géométriques sur notre planète. Ouais. Voilà. Et du coup, ça fait tout à fait penser à quelque chose de lunisolaire, le poisson. Et on voit qu'au-dessus d'un poisson, il y a un rond, et au-dessus de l'autre poisson, il y a un autre rond. Oui. Eh bien, celui qui a le plus à droite, en haut à droite, c'est une éclipse, c'était une prédiction d'éclipse de soleil, et celui qui a plutôt à gauche, c'est une prédiction d'éclipse de lune. Donc, ça va tout à fait en lien avec ce dont on parle là actuellement. Oui. Hein, voilà, on va passer à la diapositive suivante pour vraiment marquer l'événement. C'est que j'ai trouvé beaucoup de tableaux du 18e, du 15e, du 16e, où il y avait des Aphrodites, des Vénus sur des dauphins. Et le dauphin avait tout à fait ce rôle d'alter ego chez les Grecs. Oui, c'est intéressant ça. Et oui. Donc, et en allant plus loin, j'ai regardé voir si chez les Grecs, il n'y avait pas la même chose. Et bien effectivement, il y a elle, là, cette Vénus, elle a été faite par, cette Aphrodite, a été faite par Praxitèle, un sculpteur grec, vers moins 350 à peu près. Et Aphrodite est née dans la mythologie grecque de l'écume, et il y en a qui la représentent avec un dauphin. Donc là, on voit au pied de son petit Eros, il y a un dauphin. Elle sort des eaux ou alors elle sort des eaux sur un coquillage, ou alors sur un dauphin. Voilà, qui est l'alter ego des poissons. Or, je rappelle que ma tour cylindrique des Alim, je l'ai associée à Vénus, et j'ai démontré que c'était Vénus, sans aucun doute. Or, le blason du Dauphiné, à l'époque, c'est un dauphin.
C'est assez marrant. Ouais. Donc on a une Vénus, une tour, Vénus, Aphrodite, sur un dauphin. Voilà ce qu'on a littéralement ici. Alors, le dauphin, le titre dauphin, la région, le Dauphiné, tout ça, est-ce que tu penses que ça viendrait en fait peut-être d'un lien peut-être très personnel ou d'un lien très très ancien avec cette déesse? Ou est-ce que ce serait une coïncidence qui a été reprise et qui est devenue le... Ils ont joué avec? Qu'est-ce que tu penses? Alors moi j'ai acquis la conviction que là, il n'y a aucun doute que la tour est une Vénus, voilà, que on est bien sur un axe avec le Soleil, avec les éléments tels que les Grecs en parlaient, les 4 éléments. Hein. J'ai aucun doute que Saint-Denis, le mont Saint-Denis, c'était Dionysos, que Dionysos est associé au Soleil d'hiver. J'ai aucun doute, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher à remettre en cause et à me refaire douter là-dessus, mais je pense avoir amené des arguments solides là-dessus, que donc les apports des Grecs ont été massivement diffusés au Moyen-Âge Oui. et depuis longtemps. Souvent, c'était les moines, donc dans les monastères, qui ont pu transmettre le savoir, notamment de Boès, dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc qui a repris les travaux des pythagoriciens et platoniciens, et il se transmettait dans les monastères, et que on retrouve énormément d'écrits justifiant l'emploi des travaux de Boès et du quadrivium, des arts libéraux, nombre, géométrie, astronomie, à la cour de Charlemagne. Et de plus, il y a même, après Charlemagne, il y a eu, je crois, c'est Charles Le Chauve aussi, à qui on a fait cadeau des travaux de Boès, par exemple. Et puis après, il y a eu l'ère ottonienne, les Othon Ier, Othon II et Othon III, qui eux-mêmes, il y en a un qui a été élevé par un précepteur qui a été pape, si je me souviens bien, et qui donc a reçu cet enseignement, on le sait, l'enseignement des nombres, de la géométrie, de l'arithmétique. On sait aussi qu'au XIIIe siècle, il y a, comment il s'appelle, Frédéric de Hohenstaufen, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui avait été élevé à la cour de Sicile et qui avait, depuis tout petit, appris l'arabe, parce que l'arabe, le grec, le latin, donc il avait appris ça parce qu'il y avait un baignage culturel, voilà. Et lui-même conversait en arabe à travers des correspondances en arabe sur les mathématiques. Et on lui attribue le château octogonal, donc 8, le château octogonal de Castel del Monte, en Italie. Qui est très mystérieux. Castel del Monte, donc cour octogonale, avec des tours, donc 8 tours octogonales tout autour. Donc, et ça lui est attribué pleinement. Il n'y a pas, il y a pas trop de débat là-dessus, visiblement. Ouais. Donc, les souverains avaient souvent comme précepteurs des moines ou des gens de savoir, mais souvent des religieux, parce que c'était souvent conservé par les religieux. Voilà. Et du coup, dupliquer les savoirs du Moyen-Âge issus de Boès, mais pas que, d'Aristote, etc., pour pouvoir mettre ça en évidence dans au sein de structures. Parce qu'il y a une tradition qui s'est perdue. Et cette tradition que tu retrouves ici au château de Zalim, elle est super sophistiquée, elle est peut-être un petit peu cachée, un petit peu mystérieuse, même pour eux à l'époque, mais pour nous aussi. Mais regarde ce que tu as trouvé, c'est complètement incroyable. Donc, ça nous dit qu'ils avaient beaucoup de connaissances et que c'était vraiment important pour eux de transmettre leurs connaissances et de leur savoir du cosmos dans leur création, que ce soit de l'architecture. Tu as parlé du quadrivium, et ça me semble aussi très, très pertinent parce que c'est aussi, si tu veux, le symbole du savoir du Moyen-Âge, donc la musique, l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique. Tout ça, on le retrouve ici, donc avec les proportions, avec les planètes, et donc les dieux et les déesses qui sont associés à ces planètes, et donc la géométrie, et puis la musique, on pourrait dire l'harmonie.
Donc la géométrie aussi. Donc ce que tu trouves, c'est vraiment quelque chose qui nous prouve qu'au Moyen-Âge, il y avait un savoir vraiment sophistiqué et qu'on peut le retrouver si on le cherche. Il faut le chercher. Oui. Oui. Il y a des clés de lecture à avoir et une ouverture d'esprit, surtout sur le fait qu'ils ne regardaient pas le monde comme nous. Donc, il faut le regarder comme eux. Et je pense que les bonnes clés, c'est de regarder par le prisme, en tout cas pour les châteaux, de regarder par le prisme de la Grèce antique est intéressante, de le regarder par les nombres, l'astronomie et la géométrie aussi. Tous ces apports-là viennent se télescoper. Alors, le Moyen-Âge, c'était quand même un siècle où ils étaient sur leurs chevaux et c'était la boucherie, vraiment. C'était celui qui gonflait le plus les pectoraux et qui. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Ouais, vraiment. Il y en a un là, c'est comment Guy Guit, il s'est pris un carreau d'arbalète dans la tête. C'était vraiment, c'est assez particulier. Et dans le même temps, on a ça. Oui. C'est assez incroyable. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que ces deux mondes puissent coexister comme ça. Donc la barbarie, si tu veux, et ce monde philosophique, ce quadrivium, qui existait en même temps, comme ça. Donc tu as trouvé, excuse-moi, tu as trouvé des chiffres très très significatifs, des nombres super intéressants qui se relient au Soleil, à Vénus en particulier, avec tes diamètres, avec tes azimuts, avec tes proportions. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver quelque chose de semblable dans la région encore, ou est-ce que tu vas te concentrer sur le château des Alimes et les environs pour encore rechercher ça, ou qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais m'ennuyer là, non? Ah non, pas du tout. Alors, là, pour te dire, là, je continue à trouver des choses encore plus importantes. D'ailleurs, je t'en ai montré quelques éléments lors des conférences, du cycle de conférences qu'on a eu là. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le positionnement avec le soleil est absolument extraordinaire. Bon, la tour de Saint-Denis, on voit à 360 degrés et il y a un axe avec Imbolc du coucher de soleil au 1er février. Donc du coup, maintenant, l'idée, c'est d'arriver à faire des belles photographies des levées et couchers de soleil selon le cross quarter day, c'est ça, c'est-à-dire notamment les 8 fois dans l'année qui vont être importantes au sens celtique. Ça, c'est la prochaine sortie de mon travail. Et bon, je publie déjà dessus. Donc, alors oui, parle-nous, tu as ton site, Les 4 chemins. Oui, donc j'ai les 4 chemins. Alors, il y a. Attends, voir, je vais partager ça. Donc, je mettrai en description. Voilà. Donc, j'ai une autre diapo si tu veux afficher. Donc, le site, c'est les4chemins.org. On y trouve un certain nombre de choses donc, à l'écrit. YouTube, donc effectivement, c'est de la vidéo. Notamment, il y a une conférence que j'ai fait chez Quentin Leplat et des ajouts. Donc là, petit à petit, je vais enrichir aussi YouTube là, pour donner d'autres vidéos de ce que je continue de trouver ici, parce que malheureusement, la source n'est pas tarie. Je vais être obligé de continuer de travailler sur Ambérieu. D'abord parce que c'est juste à côté de chez moi et parce que je trouve vraiment des choses incroyables, puisqu'il y a un autre château, le château de Saint-Germain. Donc l'axe Saint-Denis-Saint-Germain est un axe très très intéressant de la décomposition du jour en deux, donc du nuit et de la jour en deux parties égales de 12 heures, avec un alignement, un double alignement, alors même qu'il y a un changement d'altitude quand on regarde d'un côté et de l'autre, qui fait que c'est assez extraordinaire. Donc voilà, ça je vais publier ça petit à petit sur YouTube. Et puis j'ai sorti le premier article, academia.edu, pour ceux qui veulent approfondir un petit peu. Oui. Ouais, voilà. Donc, le méridien de Greenwich et la projection conique de Lambert, existait-il? Était-il déjà utilisé, voilà, dans les châteaux médiévaux? C'est super. Voilà. C'est super. Bah, bravo, Guillaume, tu as fait un travail exceptionnel. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et j'espère qu'on pourra refaire ça. Écoute, pour moi, quand tu auras encore des choses à présenter, quoique on aurait pu continuer avec déjà les choses que tu as déjà trouvées encore. On pourra en remettre une quand voilà. Absolument. Bonne chance avec tout ça.
Bon, en tout cas, je te remercie. Je remercie aussi les anciens parce que voilà, c'est eux qui ont mis ça en évidence. Hein. C'est vrai, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont et vraiment, il ne faut pas les sous-estimer. Non. Ouais. Bah, écoute, un grand merci, Guillaume. Merci à toi. Merci.